Ensuite, il y a les types qui courent vraiment. Et là, il faut imaginer que c'est comme s'il y avait des types dans ce marathon qui étaient payés pour les sniper. Et donc, le type, il est à ça de la ligne d'arrivée. Tout se passe bien. L'IPO est la semaine prochaine. Et puis, bah, un truc exogène. Et en fait, ça, avant, dans l'économie, c'était considéré comme inacceptable. Et surtout en France. Parce qu'en France, on avait tendance à considérer qu'une entreprise qui ne fonctionne pas, c'était la responsabilité de son dirigeant. D'ailleurs, on reste l'un des rares pays sur Terre à encore faire des évaluations de responsabilité lors des procédures de faillite. Puisque la responsabilité limitée des dirigeants en France dépend de leur bonne gestion. Si un juge estime que vous avez eu une mauvaise gestion, alors il peut vous retirer la responsabilité limitée et rendre votre boîte en responsabilité limitée et vous devenez solidaire des créances fournisseurs, fiscales, bancaires, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez unique. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a cette idée très forte qu'une entreprise fonctionne par l'intelligence des gens. Parce qu'on a une vision du monde de l'entreprise qui est une vision toute possuante et endogène. C'est-à-dire que la réussite de l'entreprise dépend des décisions qu'on prend. Maintenant, moi, je peux vous raconter des dizaines d'anecdotes. Par exemple, on a une boîte chez nous, que je ne citerai pas, parce qu'elle va mieux, mais elle a levé beaucoup d'argent à une valeur délirante, et le jour de la signature et des virements, Google l'a déréférencé. Je ne sais pas si vous imaginez la tronche des investisseurs. Vous venez de faire un virement de 8 millions d'euros, l'argent arrive, la boîte n'existe plus. C'est un truc de dingue. Et alors pourquoi Google l'a déréférencé? Alors pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'il y a un type qui a changé un truc dans l'algo Google. Sans Google, personne n'est capable de vous dire quoi. Et puis d'un seul coup, cette boîte a disparu du moteur pour une raison inconnue. Et alors, dans ce genre de moment, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas la bonne décision, la mauvaise décision. Le dirigeant d'entreprise n'a rien fait de mal. Il a juste eu le malheur d'être le produit d'une variable. Je sais pas, c'est comme si vous êtes, vous avez bâti une maison autour du nez d'un géant et il éternue, quoi. Bah, tout s'écroule, mais c'est pas de votre faute. La maison, elle était solide, en fait. Et ils ont eu beaucoup de chance parce que, pour des raisons inconnues, 2 semaines plus tard, Google a à nouveau changé un truc et le site est réapparu. Et toujours, personne ne sait pourquoi chez Google. Hein. Donc, la crise est passée, et puis maintenant, vous avez l'équipe la plus stressée du monde qui, tous les jours, se lève le matin en se disant si ça se trouve, aujourd'hui, c'est fini. Et donc, ce genre d'histoire, on en vit tous les jours. Vous prenez le cas de Hitch chez nous. Vous avez Hitch, qui est une société qui fait un concurrent du beurre top pour les jeunes à Paris, qui est attaqué par la justice, le ministère de l'Intérieur, poursuivi. Vous avez 10 cabinets d'avocats, 10, qui ont écrit des notes en expliquant que non, Hitch c'est légal, etc. Et puis vous avez une décision de justice qui vous dit, bon, de toute façon, légal ou pas légal, au fond on s'en fout. Ce qui compte, c'est que quand même les chauffeurs de taxi sont stressés. Et donc la précarité des chauffeurs de taxi est la responsabilité de Hitch, et il y a une atteinte morale à la précarité des chauffeurs de taxi. Pourquoi? Parce qu'on rend une entreprise spécifique responsable de la situation d'un marché. On ne rend pas le marché responsable de la situation de marché, on dit non, c'est de la faute de ces petits cons, parce qu'il faut une entreprise qui change la donne. Alors, ce genre d'entreprise, évidemment, elles vivent, elles meurent, etc., ça ne gêne pas beaucoup, mais le problème, c'est que maintenant, les phénomènes endogènes attaquent des sociétés extrêmement bien établies. Prenez par exemple Kodak. Combien valait Kodak 2 ans avant sa faillite? 60 milliards d'euros. C'était la market cap de Kodak. Combien Kodak valait 2 ans plus tard? 0, Chapter 11. Qui a inventé l'appareil photo numérique? Kodak. Tous les brevets sur l'appareil photo numérique qui appartiennent à Kodak. Pourquoi Kodak est mort? Tout simplement parce que c'est pas eux qui l'ont fabriqué. Ils se sont dit on va quand même pas cannibaliser notre marché. On va pas faire un truc gratos qui avant on vendait des pellicules et maintenant on va vendre quoi? Donc vous imaginez? Marché de la musique. C'était combien de valeur en 2008? 50 milliards. Le marché de la musique l'année dernière? 6. Mais ça a un peu monté. C'est la première année où il a monté depuis 10 ans. Bon, il a gagné 1 milliard. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ce qui avant coûtait 20 € quand on achetait un CD, et aujourd'hui quelque chose qu'on paye un abonnement sur Spotify 9 € par mois, et que la plupart de vos enfants piratent. Donc de toute façon, ils achètent. Donc tous ces phénomènes économiques, toute cette contingence,
toute cette violence, toute cette incertitude. Avant, les pays pouvaient vivre en isolation de tout ça, avec des règles nationales très fortes. Mais maintenant, c'est plus possible. Parce que les sociétés opèrent sur une échelle globale. Si vous décidez d'interdire Spotify en France, bah bon courage. Les gens utiliseront des VPN, etc. Vous savez pourquoi Netflix a fini par ouvrir à l'international? Parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde utilisait des VPN pour se connecter à leur site. Ils se sont dit quand même, il y a un moment, il faudrait juste l'assumer et essayer de rattraper la réalité. Et donc, cette réalité économique, cette violence économique, cette instabilité économique va devenir la norme. Et c'est pour ça qu'en fait, les startups sont un phénomène aussi important. Les startups sont un phénomène important parce qu'elles ne sont pas qu'un phénomène économique. Elles sont aussi un phénomène de comment chacun des fragments, chacune des tribus de cette société mondiale va apporter sa propre réponse à la transformation économique. Et alors, le dernier sujet, c'est que comment on se prépare à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans ce monde et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a deux façons de voir la question. Soit vous êtes dans des questions de transformation. Alors, il faut savoir que la transformation, c'est un phénomène très contre-naturel. La nature a une réponse à la... Si vous regardez ce qui se passe dans l'économie, c'est que l'économie est en train de se rapprocher des conditions naturelles les plus simples d'un écosystème, à savoir que dans un écosystème, les agents de cet écosystème, c'est-à-dire les espèces vivantes, s'adaptent par la sélection et la reproduction à l'environnement. On a tous appris à l'école que les girafes ont un long cou parce qu'elles doivent attraper des feuilles qui sont élevées. En fait, c'est pas vraiment ça l'explication. L'explication, c'est qu'il n'y a que les girafes qui ont un grand cou, qui ont survécu et ont fait des enfants. Les autres n'ont jamais réussi à attraper les feuilles, donc elles sont mortes. Et donc elles n'ont pas pu se reproduire. Et c'est comme ça que dans un système donné, les agents vivants se sélectionnent et évoluent. C'est une fameuse théorie darwinienne. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer économiquement? Économiquement, on est en train de vivre un monde, et alors, c'est là où la discussion est intéressante, les gens peuvent trouver ça fabuleux, extraordinaire, horrible, malveillant, bienveillant. Enfin, vous pouvez mettre le qualificatif moral que vous voulez, mais c'est un peu comme débattre avec un tsunami. C'est-à-dire qu'à la fin, la vague, elle vient quand même. Déjà, il y a un tsunami qui vient et vous lancez un débat philosophique avec le tsunami, bah, à la fin, le tsunami vous prendra quand même. En fait. Pourquoi? Parce que c'est des phénomènes économiques qui sont extrêmement profonds. C'est pas simplement la décision de 2 ou 3 élites. Il n'y a pas 3 mecs qui se sont réunis dans une pièce et qui ont dit génial, on va faire que maintenant tout le monde est à risque. Maintenant les monopoles c'est fini. Maintenant les gens vont choisir des entreprises dans lesquelles ils achètent, non plus fondées sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur le message politique que l'entreprise envoie. Tout ça, c'est pas une décision de quelques-uns imposée à tous. Non, c'est une décision qu'on a tous prise inconsciemment et qu'on a décidé d'appliquer à l'économie et qu'aujourd'hui, l'économie ne fait que de s'adapter à cette décision collective qu'on a prise. Cette fameuse volonté du consommateur, moins cher, plus vite, etc., et ben, elle est en train de créer une pression économique qui fait que les agents qui sont capables de fournir ces réponses-là vivent mieux sur ces marchés-là que les agents qui ne sont pas capables. Et donc, ça pose des problèmes à qui? Ça pose des problèmes à les gens en transformation. Alors, transformation, il n'y a pas 50 millions de méthodes. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Oui, mais qu'est-ce que moi je peux faire ?» Vous pouvez faire ce que tout le monde peut faire, c'est-à-dire simplement arrêter d'être en stock et rentrer en flux. C'est-à-dire arrêter de penser que tout ce que vous savez a la moindre valeur et comprendre que la valeur, c'est tout ce que vous ne savez pas. La quantité d'infos qu'on n'a pas est toujours supérieure à la quantité d'infos qu'on a. C'est un principe mathématique tout bête et qui explique pourquoi c'est tellement compliqué de diriger une boîte en 2017. C'est que diriger une boîte en 2017, c'est tendre vers une infra et une qualité d'entreprise qui est imperturbable à ce genre de choc. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, la bonne image de voir ça, c'est qu'on est tous très fragiles. Et la seule façon de devenir antifragile, c'est d'être capable de s'adapter à quel que soit le changement extérieur. Et la façon de s'adapter à quel que soit le changement extérieur, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions très radicales dans son entreprise. Il faut admettre ces décisions et apprendre des mauvaises décisions. Il n'y a plus, et donc pourquoi les conseils extérieurs sont en train de sombrer dans cette économie? Parce que les conseils extérieurs sont toujours en information limitée par rapport aux décisions internes. Avant, on allait chercher un consultant en lui disant « dis-moi quoi faire parce que tu es meilleur que moi ».
Et aujourd'hui, ça marche de moins en moins bien, pour une raison simple, c'est qu'on a besoin de créer la propre rationalité de ces décisions. Parce qu'il y a de moins en moins de bonnes et de mauvaises décisions. Alors il y a encore des mauvaises décisions, mais elles sont de moins en moins courantes. La question, c'est quelle est parmi les bonnes décisions, celle qui est la plus probable de pouvoir être exécutée par les gens qui sont chez nous. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être arrêté d'être obsédé par les questions de quoi et commencer sur les questions de qui. Et ça, c'est le gros problème qu'on a en France. Si on a des grandes forces en France pour ce nouveau monde, mais on a des gros problèmes. Et le gros problème, c'est quoi? C'est qu'on a une très très mauvaise représentation de ce que veut dire qui. En France, on définit qui par l'école, par la formation initiale des gens. Regardez les éloges funèbres dans les journaux. Les types, ils ont 80 ans, ils ont une carrière incroyable, ils ont fait des dizaines de trucs. C'est quoi les 3 premiers paragraphes? Leur école. C'est quand même dingue, non? Imaginez le type, il a 50 ans derrière lui de vie, et on vous parle des 5 ans où il était le moins conscient et le plus bourré. C'est pas. Il y a un truc, moi, qui m'échappe. Et résultat, en France, on est très, très inadapté au numérique à cause de ça. Parce qu'on est obsédé par des valeurs étranges. Par exemple, il y a un grand groupe hôtelier. J'ai été à risquement de garder anonyme. Il y a un grand groupe hôtelier français. Peut-être cet hôtel. Ils se disent on va transformer numériquement notre boîte. Ils embauchent une inspectrice des finances. Quand vous leur dites pourquoi, ils disent elle est super brillante, elle parle 5 langues. C'est un manque de mots, il manque juste la bonne langue. 5, c'est déjà bien, quoi. Comme on n'embauche plus à la diplomatie, il faut bien caser les inspecteurs des donc, il faudra peut-être lui dire d'y aller, en fait. Donc le sujet est que les décisions de qui ne sont plus, comme avant, des décisions fondées sur des choses simples comme le parcours. Pourquoi? Parce que les études, ça veut dire quoi? Les études, c'est un signal. C'est-à-dire que les études, elles représentent qu'à un moment donné, à un âge donné, vous avez été capable de surpasser vos conditions sur un certain nombre de sujets normés. Ça a beaucoup de valeur. Attention, je ne fais pas partie, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent me demander est-ce que mon enfant doit faire des études d'État, il faut être timbré pour faire d'études à ses enfants. Je vous le dis comme ça, au moins c'est dit. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens imaginent que je dis qu'il ne faut pas faire d'études. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut être encore plus timbré pour croire que 5 ans d'études, ça suffit. C'est-à-dire qu'autant il faut être complètement fou pour penser que les études, ça ne sert à rien, autant penser que les études suffisent, c'est encore plus fou. Parce que la seule conclusion que les gens vont avoir à la fin de leurs études, c'est qu'ils ne savent rien. Et que donc ils ont une vie entière devant eux, permanente. Et d'ailleurs, pensez-y, pour moi, les décisions de qui, c'est un peu comme les décisions de sport. Il y a un film que vous pouvez voir sur le sujet qui est fascinant, qui s'appelle Moneyball. Alors c'est un sport qu'on ne connaît pas bien, nous en France, c'est le baseball. Mais il y a un truc dans le baseball, c'est que c'est un sport très statistique. Parce que les types notent tout. Combien de types il a rattrapé la balle, combien de fois il a raté la balle, combien de fois il a touché la balle, combien de fois il a couru, à quelle vitesse il a couru, comment il a couru, ce qu'il a fait, touchdown, pas touchdown, blablabla. Et donc vous avez 100 ans de data et par joueur. C'est-à-dire que non seulement vous avez des data sur tous les matchs de baseball, mais de la primaire, c'est-à-dire que même dans un match de baseball primaire aux US, il y a un type qui va prendre toutes les stats et les rentrer dans la base nationale de stats. C'est un truc de fou. Et il y a un type qui s'appelle Ned Silver, qui a fait un modèle et qui s'est rendu compte que la façon dont on sélectionnait les joueurs de baseball n'était pas du tout fondée sur les datas, mais était fondée sur des trucs du genre « Ah ouais, non mais lui je l'aime pas, il a une gueule de canard. » Ou « Lui je l'aime pas, t'as vu quand il tape avec la batte, il a une attitude bizarre. » En clair, les décisions de recrutement étaient fondées sur des préjugés et non pas sur des données objectives. Et ils ont créé la première équipe de baseball qui a été recrutée uniquement sur les stats. Et ils prenaient tous ces joueurs improbables qui donc ne valaient rien, parce que personne ne les voulait. Et ils ont créé l'une des équipes de baseball les moins chères de l'histoire, et qui a été jusqu'en finale des New Series. En plus, le film est rapide, il est super beau, c'est très enthousiasmant. Et donc, il y a quand même un truc dingue dans ce film qu'on voit, c'est qu'une organisation entière, une culture entière, peut complètement se fourvoyer sur qu'est-ce que ça veut dire être bon ou mauvais. Et c'est exactement la façon dont on se fourvoie en France sur l'origine des gens et l'origine de leurs études. C'est-à-dire que si vous recrutez quelqu'un parce qu'il est polytechnicien, vous n'avez rien compris.
Si vous recrutez quelqu'un qui est polytechnicien et qui est parfaitement adapté à la tâche que vous lui confiez, dans ce cas-là, vous avez tout compris. Parce que le polytechnicien est juste un signal parmi tous les signaux possibles que les gens peuvent envoyer sur leur vie, leurs ambitions, leur carrière, etc. Et alors, pour vous donner une image, dites-vous que c'est un peu l'éducation de notre époque, c'est le nouvel enjeu qu'on a tous. Et que, alors évidemment, malheureusement, c'est pas comme le sport, il n'y a pas une institution permanente là, mais de plus en plus de gens font du sport tous les jours dans le monde. La proportion de gens qui font du sport tous les jours est en croissance annuelle de façon extraordinaire. Si vous prenez les années 70 et que vous aviez dit à un type que les gens allaient se mettre en jogging et courir autour des parcs et faire du jogging, les gens, je vous raconte cette blague, c'est mon frère qui me l'a raconté, il me disait que le jeune Libanais dans les années 80, avec ses copains, ils étaient morts de rire parce qu'un type leur avait dit qu'à New York, les gens se mettaient en pyjama et faisaient le tour du parc. Il dit, mais pourquoi? Ils s'en foutent ces Américains. Et il dit, l'idée qu'on fasse du sport autrement qu'en étant enfant, quand on est Libanais, c'était une idée, sauf si on est un sportif professionnel, où là on a une excuse. Mais l'idée de faire du sport amateur, c'était vu comme quelque chose de dingue. Et aujourd'hui, ça paraît, si quelqu'un vous dit qu'il va à la gym toutes les semaines, vous dites, ah c'est cool, c'est impressionnant. Parce qu'on a bâti une culture où l'entretien physique toute l'année, c'était une nécessité. On n'a pas bâti cette culture intellectuelle en fait. Personne vous dit, tiens, j'ai été assister à un cours à la Sorbonne, c'est super intéressant. Pourtant, les cours de la Sorbonne sont ouverts à tous. Personne vous dit, ah, j'ai regardé cette vidéo sur le site du Collège de France, j'ai appris plein de trucs, on devrait revoir notre présentation marketing. Pourtant, toutes les vidéos du Collège de France sont en ligne depuis 40 ans. Enfin, avant, elles étaient en DVD, mais ça fait 40 ans que les cours du Collège de France sont tournés en cassette vidéo, puis en DVD. Ils ont inventé les MOOC, en fait. Mais c'est passé inaperçu. Parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas le bon signal par rapport à ça. Et ils n'ont pas la bonne approche. Or, les décisions de qui sont devenues des décisions vitales. La seule façon de régler le problème de la mutation digitale des entreprises, c'est de mettre les bonnes personnes au bon poste, avec les bons niveaux de responsabilité, et leur laisser prendre des décisions, et donc de faire des erreurs. Et ça, c'est le dernier point, et après on pourra échanger, faire des questions-réponses. C'est que on est dans un monde où la seule chose qui prévient de la catastrophe, c'est l'erreur permanente. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que beaucoup de gens viennent à The Family en nous disant on aimerait rentrer à The Family pour faire moins d'erreurs. En général, je leur dis, vous êtes mal barrés, les pauvres. Si vous rentrez dans The Family, on vous promet une seule chose, et une seule, c'est qu'on fera plus d'erreurs ensemble. Parce qu'en fait, l'information est devenue la clé. Et quelle est la seule façon d'avoir une information sûre? C'est de s'être trompé. Sachez un truc, ça c'est un point d'épistémologie très important, c'est qu'à chaque fois que vous prenez la bonne décision, vous ne saurez jamais si c'est par chance ou pas. Et à chaque fois que vous prenez la mauvaise, vous saurez toujours que vous avez eu tort. Et c'est la raison pour laquelle les organisations qui font beaucoup d'erreurs sont des organisations qui fonctionnent beaucoup mieux que les organisations qui en font peu. Je vais vous donner un exemple extrêmement célèbre en design. Un jour, on a demandé à IDEO de venir, c'est une boîte de design californienne, IDEO, de venir intervenir dans un hôpital de Boston qui était catastrophique et qui avait parmi les taux d'erreur les plus élevés des États-Unis. Et donc, les consultants d'IDEO sont venus, machin. Et puis, ils ont eu un doute. Ils se sont dit, il y a 3 trucs très étranges quand même. D'abord, l'équipe médicale est super intelligente, sympa et ouverte. Il y a les meilleurs spécialistes de leur domaine dans chaque discipline. Le directeur de l'hôpital, et c'est l'hôpital le mieux géré qu'on a jamais vu. Et puis, il y a ce taux d'erreur complètement anormal. Et puis, ils se sont dit, tiens, on va regarder les taux d'erreur dans les autres hôpitaux. Et puis, ils ont commencé à se rendre compte que les taux de mortalité dans les autres hôpitaux étaient plus élevés, alors que les taux d'erreur étaient beaucoup moins importants. Et ils ont fini par se rendre compte que cet hôpital était extraordinaire, parce que le directeur de l'hôpital avait inscrit une culture où l'erreur était tellement pas grave que les gens parlaient ouvertement de leurs erreurs. Et donc l'équipe médicale apprenait, ce qui faisait que légalement, il y avait un taux d'erreur médicale déliramment élevé par rapport aux autres, mais c'est parce que dans les autres hôpitaux, la culture c'était quoi?
c'était que quand il y a une erreur, on la camoufle. Et donc, elle n'est pas dans les stats. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans les autres hôpitaux? Eh bien, le personnel médical ne pouvait pas apprendre des erreurs. Cet hôpital de Boston, par exemple, avait créé un truc, c'était qu'à chaque fois qu'un médecin faisait une connerie, il en parlait à tous ses collègues en public en expliquant pourquoi il avait fait la connerie. Et résultat, tout le monde apprenait en disant « Ah, c'est important que dans telle situation, j'ai tel réflexe malgré telle data. » Et cet hôpital est devenu un hôpital modèle aux États-Unis, la clinique de Boston, parce qu'elle a montré que l'erreur crée la performance. Imaginez à quel point c'est contre-intuitif. Parce que l'erreur, c'est la seule information fiable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir mesurer ses erreurs, il faut créer un environnement où les gens n'ont pas peur de se faire virer pour leurs erreurs, et créer un environnement suffisamment confortable où l'information peut circuler. Et ça, c'est le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de place pour l'ego. La compétition est tellement dure, tellement intense, tellement invraisemblable, que les organisations qui survivent aujourd'hui sont des organisations qui ont un niveau de discipline hors norme. Et la discipline, ça passe par quoi? Ça passe par l'ouverture et la tentative complètement contre-intuitive. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, vous dites « Ah, ça ne va pas marcher », et que vous n'en savez rien d'autre que votre intuition, ben ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment entraîné à gérer l'erreur. Je vais donner un exemple que nous, on instaure dans notre équipe qui est très dur. On accompagne énormément de sociétés as a family auxquelles on ne croit absolument pas. C'est toujours un truc qui étonne les gens. Pourquoi? Parce que notre capacité à savoir si l'entreprise va fonctionner ou pas est extrêmement faible. Et en fait, il faut que les gens qui travaillent as a family acceptent comme idée que le futur est imprévisible. Que le futur, il n'est pas... On ne peut pas prendre une boule de cristal et vous dire dans 3 ans, il y aura A ou B. Je n'en sais rien. Déjà que je ne sais pas ce que je vais manger la semaine prochaine, alors les technos qui vont sortir dans 3 ans, ça, je peux vous dire que je n'en sais rien. Par contre, ce que je peux savoir, c'est qu'on peut accompagner des gens à qui on fait confiance. Ça, c'est une valeur sûre. L'humain, elle est sûre. Les gens avec lesquels, as a family, on s'entend bien, les entrepreneurs avec lesquels on s'entend bien, on les connaît. Ils sont un certain type d'entrepreneurs. Ça, c'est une valeur sûre. Et on préfère avoir 100% raison sur les humains et avoir un taux aléatoire sur les projets que l'inverse. Parce que l'inverse, c'est ingérable. Si on se trompe sur les humains, là, c'est ingérable. Si on se trompe sur les projets, on apprend. Par exemple, je commence à comprendre pourquoi un certain nombre de projets ne marcheront jamais. Par exemple, moi, j'en suis à la 200e boîte là, qui veut faire une app pour les gens qui ne savent pas quoi faire le soir et ça leur suggère des trucs. Maintenant, on sait fondamentalement pourquoi ça ne marchera jamais ce truc. Mais on le sait parce qu'on l'a essayé tellement de fois qu'on a découvert des choses très contre-intuitives sur le sujet qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas fait. Et vous savez, c'est la différence entre expérimenter quelque chose rationnellement et émotionnellement. On peut vous raconter que quelque chose est difficile et vous l'appréhendez, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous n'arrivez pas à avoir dans votre cœur une compréhension profonde de pourquoi c'est difficile. Et bien les nouvelles organisations, le but du jeu, c'est ça. C'est pas, vous savez, on parle beaucoup des entreprises libérées, tout ça. Ce matin, ça m'a encore rappelé un truc. Mais il n'est pas là l'enjeu. Il y a autant de formes d'organisation qu'il y a d'organisation. Il n'y a pas une bonne façon de gérer une boîte. Par contre, il y a des pressions de contexte qui sont très importantes. Et le rapport à l'erreur, il ne pardonne pas. Parce que ce point épistémologique terrible, qui est que les succès et les réussites ne font jamais grandir. Jamais. Il n'y a jamais quelqu'un qui... Si vous, nous, on le voit, on a une entreprise incroyable dans notre portefeuille qui a eu beaucoup de chance pendant 3 ans avant de se planter. On est passé de 0 à 40 millions d'euros de revenus annuels en 3 ans. Ils n'ont rien appris dans le process. Par contre, ils sont rentrés en énergie, je peux vous dire que là, ils ont appris des trucs. Parce que le passage de 0 à 40 millions, c'est le marché qui les a pris. C'est pour ça que les Américains, d'ailleurs, parlent de traction. Vous savez, dans la traction, il y a un phénomène passif. Vous êtes emporté par le marché. Mais ce qui fait la différence entre 2 personnes qui ont de la traction, c'est la personne qui va faire suffisamment d'erreurs, suffisamment vite pour apprendre à gérer cette traction, et ceux qui vont simplement attendre le couperet final parce qu'ils n'auront jamais fait suffisamment de tests et d'erreurs en chemin. Donc, faites confiance à l'erreur. Ça paraît complètement fou. Allez pas tweeter, Oussama a dit, il n'y a que les erreurs.
sorti de son contexte, c'est quand même bizarre. C'est toujours le truc terrible sur les trucs. Mais comprenez qu'épistémologiquement, au sens comment apprendre une info qui a de la valeur pour votre entreprise, la peur aujourd'hui que toutes les entreprises françaises ont et devraient avoir, c'est qu'on est dans la culture la plus inadaptée au monde sur le sujet. Enfin, du moins en Occident. Parce qu'on a un rapport complexe avec l'école et l'apprentissage. On ne lève pas la main pour dire une bêtise en France. On ne lève pas la main pour se tromper en France. On félicite l'élève qui donne la bonne réponse. Ça démarre là, en fait. Et donc, 30 ans plus tard, on n'est pas programmé pour vivre dans un monde où personne ne sait ce qu'il y a à faire. On est programmé pour vivre dans un monde où les gens ont une appréhension et des certitudes par rapport à « c'est ça la bonne façon de faire, faisons-la à nouveau ». Si vous vivez dans un monde où personne n'est capable de vous dire quelle est la bonne façon de faire, d'un seul coup, ça devient angoissant, parce que ça veut dire qu'il faut passer par beaucoup d'erreurs pour pouvoir trouver la bonne réponse. Merci beaucoup. Si vous parlez fort, je répéterai les questions. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous êtes le ministre de l'Éducation en France? Non, épargnez-moi ça. Ce serait une ouverture d'esprit de rafraîchissant. Alors, parlons-en, parce que, en fait, moi, c'est le sujet qui me fascine le plus, l'école. Et comme on est en campagne électorale, tout ça, on peut parler d'un certain nombre de sujets. Vous savez, on dit beaucoup, on reproche beaucoup aux profs en France. Et je pense qu'il y a deux choses qu'on ne comprend pas. D'abord, c'est que les profs sont beaucoup plus responsables qu'ils le pensent de l'échec de l'école, mais beaucoup moins que tout ce que tout le monde imagine. Donc, beaucoup plus parce que les profs sont à l'éducation ce que les médecins étaient à la santé au 18e. Au 18e, il y a un médecin suisse qui s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand il se lavait les mains entre la morgue et la salle d'accouchement, le nombre de bébés qui mouraient, le nombre de femmes qui mouraient pendant les accouchements s'écroulait. Et il s'est dit, tiens, c'est marrant ce truc. Il y a peut-être un lien. Donc il a été voir ses potes, il leur a dit, hé les gars, j'ai trouvé un truc de ouf. Figurez-vous, quand on se lave avant de rentrer dans la salle d'accouchement, surtout quand on sort de la morgue d'ailleurs, eh ben, le nombre de femmes qu'on tue baisse. Aujourd'hui, n'importe quoi. Tu déconnes. Et en fait, c'est l'inventeur de l'hygiène à l'hôpital. Ça a pris une génération entière. On l'a foutu en prison, on l'a accusé de sorcellerie, il a pris cher sur ça. Mais il s'est battu et il a fait changer les mentalités. Et à un moment, il a compris un truc. C'est qu'il a eu cette révélation, c'est qu'il s'est rendu compte que ses collègues, au début, il accusait tous ses collègues de faire preuve de manque d'ouverture d'esprit. Et puis, c'est facile d'accuser tout le monde d'avoir tort, mais quand vous êtes tout seul à penser quelque chose et que tout le monde pense le contraire, c'est qu'il y a quelque chose dans votre explication qui ne passe pas. Et il s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, quand il disait à un type, figure-toi qu'en te lavant les mains entre la salle de la morgue et la salle d'accouchement, tu tues de moins de femmes, si vous acceptez cette idée, ça veut dire que toutes les fois où vous ne vous êtes pas lavé les mains, vous avez tué quelqu'un. C'est-à-dire que sur la conscience, vous avez buté tellement de gens que vous dites c'est pas possible. Et en fait, le cerveau a une protection pour ça. La mauvaise foi, c'est un principe de survie biologique. C'est que d'un seul coup, le cerveau se met dans un mode de mauvaise foi et réorganise l'ensemble des datas pour trouver une explication qui n'a pas besoin d'affronter la réalité, je suis un meurtrier. Quand vous allez voir un prof et que vous lui dites l'école, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Les enfants sont classés par année de fabrication comme dans une usine, alors qu'il n'y a rien de commun entre deux gosses du même âge. Tous les gens qui ont des enfants le savent. Les enfants, ils ont tous leur vitesse propre. Il y en a des très rapides, il y en a des très lents, il y en a des moyens, il y en a des compliqués, il y en a des simples, il y en a des... Et ils peuvent avoir la même génétique, hein. Il n'y a qu'à voir les jumeaux. Vous avez deux enfants qui ont la même génétique, ça peut faire des résultats très différents. Donc, ça marche pas, puis tout est conçu comme une usine. Vous savez que le plan de l'école, c'est une usine en fait. Pourquoi il y a une sonnerie entre chaque cours? Parce qu'on ne fait pas confiance au prof pour savoir que c'est la fin du cours. Comme à l'usine, on ne fait pas confiance à l'ouvrier pour arriver à l'heure, donc il faut une sonnerie.
sinon il ne le ferait pas. On ne fait pas confiance à l'élève pour rendre ses devoirs, donc il doit pointer, etc. etc. Donc c'est conçu comme une usine. Donc quand on leur dit ce système auquel vous appartenez bute des gamins et leur potentiel, si vous êtes face à un prof qui dit oui c'est vrai, donc vous êtes face à un prof qui se dit ça fait des années que j'empêche le développement d'enfants. Ça fait des années que Paul, Jacques, Anaïs, Charlotte, c'est de ma faute s'ils n'ont pas atteint leur plein potentiel. Et ça, c'est une idée qui est trop dure, c'est une idée qui n'est pas possible d'admettre sans accompagnement. Et ce Suisse, le jour où il s'est rendu compte de ça, ben, il a trouvé des parades. Il a commencé à dire aux gens, à expliquer aux gens qu'il fallait se laver des mains pour d'autres raisons que le fait de ne pas tuer les femmes. Et avec ces raisons-là, il a réussi à instaurer un système qui a produit l'effet de réduire le nombre de morts, mais sans jamais aborder de front le sujet avec les gens. Et aussi, s'est concentré sur une nouvelle génération, disant de toute façon, le type qui démarre, il n'en a rien à faire, tu lui dis de se laver les mains, il se lave les mains. Lui, il n'a personne, il n'a pas d'expérience, donc il n'a personne sur la conscience. Donc ça, c'est la part de responsabilité du prof qui aujourd'hui n'est jamais abordée et qui a un problème important. Il va falloir aider les profs à transitionner là-dessus. Et puis, beaucoup moins que ce que les profs pensent, parce que le plus gros ennemi du changement à l'école, c'est les parents. Il faut assister un jour à une réunion parents-prof pour comprendre le drame qu'on vit à l'école. Moi, j'ai adopté un de mes petits neveux entre l'âge de 11 et 18 ans. Donc, je me tapais tous les ans des réunions parents-prof. Et alors, les parents ont 3 questions pour les profs. C'est où en est-on dans le programme? Donc, apparemment, les programmes ne sont pas qu'une passion politique, c'est une passion plus large. On aime les programmes. Deuxième question, comment mon gamin se situe par rapport au reste de la classe? Qui est une question quand même très étrange. Parce que s'il y en a un qui est premier, c'est-à-dire que tous les autres ne le sont pas. Donc l'idée qu'on apprenne et qu'on évolue, on n'a rien à faire. C'est la question comment il se situe par rapport à la classe. Question encore plus étrange, vu le petit échantillon que représente une classe à l'échelle d'une population. Si votre gosse est le premier dans la classe, il y a la probabilité qu'il soit le premier nationalement. Elle est pour le coup 1 sur 32 millions. Vaut mieux jouer au loto que espérer que son enfant soit le premier. En fait, hein. Avec des probas pareils, mettez votre pognon dans le loto plutôt que dans votre gosse. Et la troisième chose, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable dans la pulsion des parents. C'est cette peur que si on les sort du système et qu'on a le malheur d'avoir des enfants qui fassent autre chose que le système exact, ils ne puissent pas rentrer à Louis le Grand puis à Polytechnique. Polytechnique, c'est 400 places par an, donc de toute évidence, il faut que beaucoup de gens fassent le deuil de Polytechnique. Pourtant, le système entier est bâti sur ça. Sur qu'est-ce que ça veut dire réussir ses études en France? Ça veut dire entrer dans une grande école. Les grandes écoles étant une pyramide toute petite, ça veut donc dire que le système français marche super bien. Et ce qu'on ne veut pas dire en fait, et ce que personne n'a envie de vous dire, c'est que, moi je me souviens quand j'étais à Normal Sud, je me suis rendu compte de ça, c'est que quand vous êtes à Normal Sud, vous vous rendez compte que le système marche super bien. C'est de la connerie qui ne marche pas. Mais par contre, c'est pour 25 personnes, c'est pas de bol. C'est le truc qu'on n'a pas dit aux gens. En fait. On n'a pas dit, le but en fait, c'est qu'on veut la plus grande concentration de médailles en France. Et bien ça, on a réussi. Vous faites des maths incompréhensibles le plus tôt possible. Comme ça, très vite, vous voyez les 1000 qui sortent du lot. Vous les prenez, vous les mettez sous pression. Vous voyez les 10 qui sortent et vous en avez un qui a la fuite. Il marche incroyablement ce système. Or, la question qu'on devrait poser, c'est qu'est-ce qu'on veut du système? Or, les parents veulent ça. Aujourd'hui, la pulsion que tous les parents ont sur les profs, sur le machin, j'ai eu le malheur d'inscrire mon neveu à Fénelon, à Paris, dans le 6e. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais on vivait rue Dauphine, je voyais tous les parents qui faisaient des langues exotiques, qui inscrivaient leurs enfants en sanskrit pour pouvoir entrer dans le lycée. Vous posez des questions sur la santé mentale des parents. Sanskrit, quoi. Non, apprends pas à programmer, fais sanskrit, comme ça tu seras dans le 6e arrondissement, tu n'es pas loin de la montagne Sainte-Geneviève et comme ça ta vie est assurée. Bien sûr, c'est connu que le sanskrit est une compétence extrêmement rare à faire chercher. Non pas qu'il n'y a pas si vous avez plaisir à apprendre le sanskrit, prenez le sanskrit, mais imposer à un gamin de 15 ans de faire du sanskrit pour des raisons de carrière, c'est lui donner et lui transmettre toutes les pires valeurs sur sa vie. Puisque ça veut dire que cet enfant ne va pas faire des choses parce qu'il est bon, ou parce qu'il aime, non pas parce qu'il excelle ou parce qu'il est passionné, mais il va les faire dans un plan de carrière et de manipulation qui fait que quand ça sera confronté à un monde
où ces plans n'existent plus, et ben tout s'effondre. Pourquoi Le Monde a titré que les polytechniciens sont en déprime? Il y avait cet article fabuleux où il y avait tous ces polytechniciens qui expliquaient. Nous, on en a beaucoup aux familles, sur nos 8 associés gérants, 4 sont polytechniciens, donc on porte le fardeau. Et il y a un truc qu'ils disent, c'est que quand vous êtes à Polytechnique, dès la première semaine, on vous explique ça y est, c'est fait, c'est bon. Plus besoin de bosser, les gars. Vous êtes arrivés. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est la société qui doit se mettre en marche pour vous. Et puis ces types arrivent dans la société. Et alors, soit vous êtes en France et donc vous payez la de ah, t'es polytechnicien, tu sais rien faire. Bonjour, merci, très sympa. Soit vous parlez à des gens qui n'ont même pas la moindre idée de ce qu'est Polytechnique et finissent par ne pas le valoriser et mettre les polytechniciens dans une sorte d'injustice où ils se disent oh mon Dieu, on m'a menti, je ne vaux pas ce que je suis censé valoir. Et c'est terrible ce genre de sentiment chez les jeunes personnes. Ces brisures de narcissisme, elles peuvent faire très mal. Je vais vous raconter une histoire personnelle que moi j'ai vécue. À un moment, je dirigeais une boîte en France qui cherchait le patron pour les États-Unis. On ouvrait une filiale aux États-Unis. Et j'avais deux personnes qui m'aidaient dans les entretiens. Il y en avait un qui avait fait Polytechnique et l'autre qui avait fait les mines. Et puis le premier type arrive en interview, il dit voilà, et puis comme c'est les Américains, vous savez, les Américains sont très forts parce que c'est pas vous qui passez l'interview, c'est pas eux qui passent l'interview, c'est vous. Ça, au bout de 10 minutes, quand ils ont répondu aux 2 ou 3 questions, après ils vous posent des questions, alors t'as fait quoi comme étude, machin. Et donc vous passez l'entretien, ils prennent des notes. Et puis, il y a mon associé, c'était Jean, le PAVEC, qui lui dit j'ai fait l'X et je suis au corps des ponts, je sais pas quoi. Puis l'autre dit bah, je suis au mine, machin. Au pont, mais you build bridge? Mine, really? Like, mine? You're working? Non, it's engineer thing, blabla. Donc, premier entretien, je pense que les types ont passé 30 minutes à essayer d'expliquer. Deuxième entretien, ils ont dit qu'ils étaient ingénieurs. Et à la fin de la journée, ils étaient à la Sorbonne. Vraiment, les mecs disaient, vous avez fait quoi? Ingénieur à la Sorbonne. Wow, it's amazing. La Sorbonne. Et en fait, moi, ça m'a donné une leçon incroyable. Je me suis dit, mais les pauvres, quoi. Parce que, effectivement, dès que vous sortez de cet îlot artificiel de réalité, d'un seul coup, l'école s'effondre et le système s'effondre. Et ce système qui permet en fait de sélectionner dans cette toute petite pyramide des gens qui sont entre eux, ne marche pas. Pourquoi en France, les entrepreneurs, on a l'impression, moi la majorité des entrepreneurs que je rencontre en France, une fois qu'ils sont célèbres dans le 8e arrondissement de Paris, ils ne font plus rien. Pourquoi on a tellement d'entreprises françaises qui, une fois qu'elles sont développées en France, elles sont successful en France, n'essaient pas de se développer ailleurs. Ah, c'est dur, ah, c'est compliqué, à l'international, ça coûte cher, ah ouais, non, on ne sait pas. Bah oui, alors c'est dur, c'est compliqué, ça coûte cher, ça tout le monde le sait. Mais c'est essentiel. Et c'est parce que c'est dur, compliqué et que ça coûte cher que ça vaut le coup. C'est pas parce que si c'était facile, que ça coûtait rien et que tout le monde le faisait, bah oui, évidemment, personne ne ferait d'argent. Il faut que ce soit dur pour que les gens fassent de l'argent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de plus profond. C'est que la reconnaissance sociale dans cette société, dans cette école, passe par des codes qui sont tellement incompréhensibles à l'extérieur que, effectivement, quand vous avez fait une grande école, avoir de l'argent de la BPI, c'est facile, parce que ça fait partie des critères. Alors que quand vous avez fait une grande école et que vous arrivez aux États-Unis ou en Asie et que vous essayez de le faire valoir comme élément pour avoir de l'argent d'investisseur, ils en ont rien à faire. Et c'est là où l'éducation ne joue plus son rôle. Parce que l'éducation ne prépare plus les gens à un monde qui existe, elle les prépare à une sorte d'ancien régime qui n'existe plus en fait. À part pour un petit microcosme de gens qui vivent dedans. Et tout l'enjeu de l'éducation en France, il est là. Par exemple, si vous me demandiez, moi, si je n'ai pas envie de devenir ministre, mais quelle est la seule chose que je ferais qu'un prof sur 2 soit de la société civile. Moi, j'adorerais aller donner 2 heures de cours par semaine au lycée. Évidemment, je ne ferai pas 30 heures par semaine, je ne suis pas fou. Évidemment, je n'en ferai pas une carrière, je suis quand même pas dingue. Mais par contre, l'idée d'aller donner une partie de mon temps toutes les semaines de façon rigoureuse à des élèves de lycée, j'adorerais. C'est un âge incroyable, on peut avoir un impact fabuleux sur ces gens-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la seule façon d'aider les enfants, c'est d'être à temps plein prof. Et résultat, les profs vivent dans une bulle qui est en dehors de la réalité. Si vous voulez aider les profs à passer cette transition, il faut qu'une personne sur 2 soit quelqu'un à mi-temps.
Le jour où dans un lycée, vous avez 200 profs professionnels qui sont très importants pour les fondamentaux, et 200 profs non professionnels qui sont très importants pour l'ouverture d'esprit, et qui soient sélectionnés sur dossier, au concours, ou enfin tout ce qu'on aime en France, pas de problème. Il faut pas que n'importe qui puisse rentrer et faire n'importe quoi. Et il faut un contrôle, une inspection. Être prof au lycée devrait être ou au collège ou en primaire devrait être l'un des boulots les plus prestigieux. Quand vous voyez comment les gens se battent pour avoir un Marocain à Sciences Po ou donner une heure de TD à des mecs qui roupillent le vendredi matin, mais c'est un marché de folie pour rentrer comme professeur Sciences Po. On devrait avoir la même chose pour s'occuper de nos enfants et des prochaines générations, qui est un sujet beaucoup plus important que de s'occuper de 150 mecs qui ont passé un concours. De toute façon, on n'a pas besoin de vous. S'il y a bien quelque chose que vous apprenez comme chargé de TD à Sciences Po, c'est que vous soyez bon en tant que chargé de TD, que vous ne soyez pas bon, ça ne changera rien. C'est peut-être qu'un mec vous rappellera 10 ans après pour vous dire merci, mais fondamentalement, vous n'aurez pas changé le cours de sa vie, parce que le cours de sa vie a été fait beaucoup plus tôt, en fait. Alors qu'au lycée, moi je me souviens, quand j'avais 13 ans, c'est des profs que j'ai eu quand j'ai eu 13 ans qui ont changé de je suis. Parce qu'ils ont représenté. J'ai eu la chance d'avoir un prof d'anglais qui était un chef d'entreprise quand j'avais 10 ans, 6e. Le type était un chef d'entreprise très connu, qui vers l'âge de la retraite, à 55 ans, s'est dit je vais devenir prof de collège en anglais. Puis il a passé la GREC, le CAPES, et il était prof d'anglais. Avoir un type comme ça dans votre vie, vous avez une vie entière qui change. Je connais personne qui a eu ce prof qui n'a pas été bouleversé. Rien que dans le niveau d'anglais. Hein. Pour le coup, les cours d'anglais, c'était autre chose. Hein. Il amenait les documents de sa vie, en fait. Il amenait le Financial Times, c'était incroyable. Vous êtes à Tours, au fin fond de la province, vous découvrez ça. Et c'est ce genre de choses, en fait, qu'on a besoin de susciter. C'est ce genre d'entreprise. Et ça commence là, et ça dure toute la vie, ensuite. Aujourd'hui, nos universités, regardez, la Sorbonne n'arrive pas à payer le chauffage, alors que des milliers de gens seraient prêts à payer pour les cours les plus extraordinaires de la Sorbonne. C'est un vrai sujet. Vous avez des cours tous les jours à la Sorbonne d'un niveau mondial sur des sujets fascinants. Or, ça c'est un point, si je peux me permettre juste un petit conseil d'éducation, on me pose souvent la question, quelles études devraient faire mes enfants? Alors, je réponds toujours 3 choses. D'abord, les gens qui ont le moins, qui devraient avoir le moins d'influence sur le choix des études des enfants, c'est les parents. Alors que pourtant, c'est les parents qui sont aux premières loges des choix des enfants. Mais il faut se méfier, en fait. C'est que, vous savez, cette histoire de paradigme, on donne souvent des conseils aux enfants qui sont dus à qui étaient les meilleurs dans la génération précédente. Par exemple, moi j'ai grandi, un jour on m'a expliqué que les meilleurs à l'école, ils faisaient allemand et latin. Allemand LV1 et latin. Et ben moi je peux vous dire que tous les mecs de ma génération qui ont fait allemand LV1 et latin, ils sont dans la merde. Je les connais, ils sont tous dépressifs. Et ils comprennent pas pourquoi ils étaient les premiers à l'école et que de toute évidence, il n'y a rien dans le monde où ils peuvent utiliser leur allemand. Comme disent mes employés à Berlin, la vie pour apprendre l'allemand. Et alors le latin, pourtant j'ai fait beaucoup de latin, moi j'ai trouvé ça fascinant. Moi j'ai toujours fait par plaisir. Je peux vous dire que si vous avez fait du latin par dégoût et contrainte et pour être dans la bonne classe, déjà vous n'avez rien appris au latin, parce que vous ne vous souvenez de rien, à part ce qu'il fallait vous souvenir pour l'examen. Et donc ça n'a pas eu d'influence personnelle sur vous. Et alors l'usage sur le CV avoir mis latin, je peux vous dire que chez Facebook ça les impressionne. Ils se disent of course, Latin. Yeah, we have the Latin department there. Et pourtant, Mark Zuckerberg fait de la version du thème comme vous n'imaginez pas. Encore une fois, c'est justement, après vous avez les caricatures inverses. Vous avez tous ces débiles qui disent il faut faire des trucs pratiques à l'école. Non, il ne faut pas faire des trucs pratiques. Et donc si vous voulez un seul conseil, donc vous occupez pas trop de leur choix, essayez plutôt de comprendre qui ils sont et de les forcer à faire leur propre choix, parce que les forcer à vivre cette angoisse de devoir choisir seul, c'est une très bonne leçon de vie. Parce que c'est une première étape sur beaucoup d'autres choix. S'ils se plantent, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si vous avez le malheur d'avoir donné un conseil à un enfant et que ce n'est pas le bon conseil, vous portez une responsabilité pendant longtemps. Vous ne voulez pas payer ce genre de dette. Et donc, deuxième sujet, c'est faites les études les plus théoriques possibles. Le seul vrai critère dans ce monde, c'est que aujourd'hui, soit vous faites des écoles d'hyper prestige, et je parle d'écoles d'hyper prestige, c'est-à-dire que
Vous rentrez à Harvard, vous rentrez à Stanford, vous rentrez à la Buconi, vous rentrez à Polytechnique, vous rentrez aux mines, à Centrale, à Supélec. Donc, soit vous êtes dans ces écoles-là et vous avez les aptitudes scolaires pour entrer dans ces écoles-là, parce que, évidemment, c'est pas un signe d'intelligence, c'est un signe d'aptitude à se conformer à des examens. Soit vous faites les études les plus théoriques possibles à la fac. Mais tout ce qu'il y a au milieu, vous êtes foutu. Mais vraiment, le monde dans lequel on va là, c'est un monde où le milieu va passer par la fenêtre. Pourquoi? Parce que le rapport au travail est en train de devenir le même rapport que chef et cuisinier. C'est quoi un chef? Un chef, c'est un type qui invente une recette. C'est quoi un cuisinier? C'est quelqu'un qui l'exécute. Les cuisiniers vont tous disparaître. Les boulots de cuisinier vont tous disparaître. Il n'y a pas un boulot de cuisinier dans le monde qui ne sera pas mieux fait par une machine très bientôt. Et quand vous voyez les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique, même en imaginant que ça va 2 fois moins vite que ce que les gens comme moi imaginent, même en 2 fois moins vite, c'est-à-dire que tout le monde dans cette pièce, s'il a un boulot de cuisinier, son boulot il est plus là d'ici 10 ans. Par contre, les boulots de chef, le nombre de chefs et le nombre de sujets qu'on va avoir devant le chef va être exponentiel. Tous les gens qui parlent de la fin du travail en disant il n'y aura plus de travail, il va falloir trouver un moyen pour occuper les chômeurs à la masse, à mon avis, sont à côté de la plaque. Par contre, la question, c'est comment on va adapter les gens à cette transformation-là. Et la seule façon d'adapter les gens aux transformations, c'est la théorie. Parce que la théorie, elle reste. La pratique, c'est horrible. Vous savez, moi je me souviens d'avoir on m'a interrogé il y a 10 ans sur comment former les chômeurs à l'informatique. J'étais en commission, je sais pas quoi, une sorte de commission parlementaire, un rapport d'étude, une mission, je sais pas quoi. Et donc les gens sont venus, ils m'ont dit voilà, on a un super projet, on va former 200 000 chômeurs à Flash. Je ne sais même pas si les gens se souviennent encore de ce qu'est Flash ici. Vous voyez, c'était une techno pour faire des sites web animés. Donc ils ont été voir des sociétés professionnelles de formation, leur ont donné des dizaines de millions d'euros, donc gabegie pas possible. Ça coûte cher, il fallait trouver des experts Flash, machin. Donc ils ont fait un programme sur 5 ans, et l'année où ce programme a enfin démarré, ils ont commencé à former leurs 200 000, Steve Jobs a tué Flash. Steve Jobs est venu, il a dit ah, Flash c'est nul. Vraiment, comme ça, il a fait un blog post. Ouais, c'est pas terrible. Et donc là, il y a un type dans un bureau à Paris qui a 200 000 mecs qui viennent d'un seul coup de perdre toutes leurs qualifications. Ils peuvent recommencer à zéro. Il fallait leur apprendre l'arithmétique, à lire et à compter. Ça, au moins, ça va être. Parce que si vous savez lire, compter, apprendre Flash tout seul, c'est une évidence. Par contre, si vous ne savez pas lire et compter et que vous savez juste utiliser Flash, vous êtes foutu. Et ça revient sur les sujets d'éducation. Il y a un livre formidable que vous pouvez tous lire sur le sujet, qui est un vieux livre, d'un type un peu communiste malheureusement, qui s'appelle Une société sans école, d'Ivan Ivanovich. Je ne sais plus comment c'est son nom. Comment Ivanov, c'est ça? Ivanovich. Quelque chose comme ça. Comment? Oui, c'est ça, merci. Et il y a une préface dans ce bouquin qui m'a beaucoup marqué. Il dit aujourd'hui tout le monde va à l'école et personne ne sait construire sa maison. Quand j'étais petit, personne n'allait à l'école et tout le monde savait construire sa maison. Et en fait, le sujet, il est là. Le sujet est que la spécialisation est l'ennemi du monde dans lequel on rentre. Et la spécialisation, c'était une étape transitoire entre le monde industriel et le monde entrepreneurial. C'est évident que la spécialisation ne va pas survivre à une ère où les savoirs ont des durées de vie de plus en plus courtes. Si ce que vous savez dure de moins en moins longtemps, ça veut dire qu'il faut apprendre des centaines de choses. Je vais donner un exemple personnel. Je pense qu'il y a 5 ans, j'étais l'un des meilleurs experts mondiaux, sans rire, sur le mailing et le fait d'envoyer des mails. J'envoyais entre 1 et 3 millions d'emails par jour, à titre personnel, pour un site internet que je dirigeais à l'époque. Et tout le monde venait me chercher en disant putain, le mec, oublie ton truc, deviens consultant en emailing. Enfin, Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Parce que là, je serais pas mal. Je veux dire, il n'y a aucune des techniques que j'ai inventées à l'époque n'existe encore. Et on ne parle pas d'un truc on parle d'un truc qui a 5 ans. Et ce que j'expliquais à l'époque aux gens, c'est que je leur disais que j'étais bon en mailing, non pas parce que j'étais bon en mailing, mais c'était les années de grec et latin qui m'avaient apporté ça. Et c'est vrai en plus. C'est qu'en fait, à force de. Quand vous passez votre enfance à faire des thèmes et des versions par passion, ben le jour où on vous dit qu'il faut écrire des milliers d'emails à des chercheurs, vous avez plein de blagues, vous avez plein de références, vous avez une vie qui se met en jeu en fait.
et qui prend donc une tournure pratique temporaire. Et donc c'est pour ça que développer, vous pouvez voir ça comme une base dans laquelle de temps en temps vous tirez des traits. Mais la base, elle doit être large, elle doit être très très large. L'idéal de la renaissance du gentilhomme qui s'intéresse à plein de sujets, c'est l'idéal du monde numérique. Parce que comme ça change super vite et que les choses peuvent se détruire d'un seul coup, vous ne pouvez pas compter sur votre expertise métier. Vous devez compter sur votre expertise théorique. Donc voilà pour l'éducation. Oui. Oussama, vous parliez tout à l'heure de code et d'IT. Est-ce qu'on peut vivre cette transition numérique sans avoir forcément les bases sur les différents langages de programmation? Alors, Dieu merci, tous ces langages vont disparaître. Alors moi, je vous le dis, hein, c'est un autre exemple, à mon avis. Aujourd'hui, les grandes divas du monde numérique sont les codeurs. Les codeurs sont les chamans de l'époque moderne. Lévi-Strauss dit que chaque époque a son chaman. C'est fascinant cette histoire de chaman. Lévi-Strauss, je fais une petite digression, vous allez voir, ça part de notre sujet en fait. Lévi-Strauss dit le premier chaman de l'histoire, c'est le type qui a eu un choix fondamental, c'est celui de la croyance ou de la science. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, un type a mal au ventre, il bouffe un truc, il a moins mal au ventre. Il se dit, tiens, marrant ça. Alors, il se dit, tiens, je vais avoir un nouveau mal au ventre, je remange le truc. Ah, c'est vrai que ça soulage ce truc. Et à ce moment-là, apparaît le choix que tous les hommes dans cette situation ont. Est-ce qu'ils sont du côté de la science et vont essayer de trouver une explication et partager cette explication et ce savoir? Ou est-ce qu'ils vont prendre ça comme une opportunité de bâtir du pouvoir politique? Et alors, vous avez deux choix, soit vous allez et vous dites au type, putain, figure-toi que si t'as mal au ventre, tu bouffes ce truc-là, et ça va mieux. Ah ouais? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Ah bah essayons de comprendre pourquoi. Tiens, toi là, bouffe ce truc pourri que t'es mal au ventre, on va essayer. Et ça, c'est la science. Les chamans, c'est quoi? C'est vous découvrez ça, le chef a mal au ventre, vous mettez un chapeau, vous dansez autour du chef, vous lui faites bouffer la baie d'air de rien, le chef guérit, et la prochaine fois qu'il part en guerre, il vous demande votre aide. Ça, c'est le choix du chaman. Et toutes les sociétés ont leur chaman. En 2016, les chamans, c'est les ingénieurs. Alors, en général, les ingénieurs découvrent leur pouvoir chamanique souvent par hasard. J'appelle ça l'histoire du vendredi soir. Tous les développeurs ont un jour menti un vendredi soir à 17h pour pas faire quelque chose. Donc ça marche comment? En général, le patron ou le manager ou le chef de produit vient le vendredi à 17h et dit, écoute, figure-toi que le client veut qu'on change A. Par exemple, il veut qu'on change la couleur de tous les boutons. Truc très simple. Puis là, le développeur, il est vendredi soir, il se dit, oh là là, ça va me prendre 20 minutes cette histoire, j'ai raté mon métro, il y a ma copine qui m'attend, on part en week-end. Et la réponse, non mais tu comprends, là, il faudrait refactoriser tout le code. C'est hyper compliqué. On fait ça lundi. Ouais, pas de problème, on fait ça lundi. Et là, le développeur se rend compte qu'il vient de mentir sur le fait de pouvoir faire quelque chose techniquement et que son manager l'a fait. Et là, tentation. Chaman. Et alors, vous n'imaginez pas le nombre de développeurs qui ont vécu cette expérience. Et ils se rendent compte que plus le mensonge est gros, et plus le type en face y croit. Et donc, ils commencent à mentir sur tout et n'importe quoi. À tel point que, comme c'est pas bien de mentir, ils finissent par se mentir eux-mêmes. Et ils commencent à s'inventer des trucs. C'est comme ça que nous, on voit des startups où il y a quand même des gens qui nous disent ah ouais, on a travaillé avec le meilleur du meilleur, le type, je sais pas quoi, ah ouais, le meilleur, on la connaît, ça. Et là, vous découvrez qu'en fait, le type, il développe un site dans son coin qui n'a jamais été utilisé par personne. Et par contre, alors le site ne sert à rien. Par contre, si la NASA auditait le code, il serait content. C'est oh là là, c'est du solide. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le type se fait plaisir. Il n'a quand même pas à se faire chier à faire un truc utile. Faire un truc pour lui, quoi. Comme de toute façon, personne ne peut rien lui dire, personne ne comprend rien autour de lui. Et donc, il est là l'enjeu IT. Donc il y a deux enjeux IT. Est-ce qu'il faut que tout le monde apprenne à coder? Non. Est-ce qu'il faut absolument comprendre le code? Oui. Parce que travailler avec quelqu'un qui code et vous n'êtes pas vous-même capable de comprendre ce qu'il fait, c'est le meilleur moyen de tomber sur des chamans. Parce qu'en plus, les chamans sont attirés comme des lucioles par ces gens-là. Il y a de l'argent et ils ne comprennent rien, ils vont vers eux. Si vous allez mal leur comprendre, je vais vous raconter une autre anecdote que j'ai racontée hier soir pour vous donner une autre image.
avec mes associés, on partage tous une maison à Paris, on vit tous ensemble. De famille, c'est un peu le kibbutz. Et donc, on vient de faire des travaux dans une petite maison moyenâgeuse magnifique dans le 5e. Et j'ai dit à l'électricien, ce truc incroyable, je lui ai dit, j'aimerais qu'à l'entrée, il y ait un interrupteur. Quand vous fermez l'interrupteur, ça ferme toutes les lumières. C'est très pratique, ça. Vous êtes d'accord, madame? Et donc, le type installe le truc. Le jour de la livraison des travaux, on essaye l'interrupteur, ça va être un tout. Et puis, je rappuie sur l'interrupteur, et là, ça allume toutes les lumières de la maison. Je dis, ah, j'ai oublié de préciser un truc dans les spécifications. Et donc, je regarde l'électricien, je lui dis, vous avez vu, quand on appuie, ça éteint tout? Ouais, ouais. On rappuie, ça allume tout. Ah ouais. Ok, alors, on est plutôt jeune, on a tendance à rentrer tard. Me faire réveiller à chaque fois qu'il y a un type un peu éméché qui rentre à la maison et qui se trompe d'interrupteur, ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. Le principe, c'est quand on appuie, ça éteint tout, mais quand on rappuie, ça n'allume rien. Et là, le mec me regarde et me dit, c'est impossible. Circuit en série, circuit en parallèle, le petit cours d'électricité de 3e. Donc je lui dis, comment c'est possible, machin. Et là, mon mec me regarde et fait, ouais, non, c'est bon, on va le faire. Je comprends le point, il est là le point qu'on ne peut pas aujourd'hui donner à sous-traiter des choses qu'on ne maîtrise pas soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut bien savoir les faire, mais il faut juste ne pas pouvoir tomber sur des chemins. Et où est la limite? Il n'y a pas de limite. La limite, c'est là où on en a marre. Il n'y a pas un truc conceptuel qui dit, quand on apprend quelque chose, il y a un truc où tu te dis, ah, j'ai passé limite 1, limite 2. Non, c'est juste que, évidemment, tu vas monter plus ou moins dans le savoir. Si ça se trouve, nous on dit ça à tous nos entrepreneurs, et il y a plein d'entrepreneurs qui deviennent codeurs eux-mêmes. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, puis ils s'y passionnent et ils le font. Puis il y en a plein qui arrêtent une fois qu'ils ont compris les concepts de base. Mais c'est très important de ne jamais sous-traiter quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même, au moins mal. Parce que sinon, on ne peut même pas évaluer si la personne le fait bien ou pas. Si toi, tu codes mal, et que tu vois un type mieux codé que toi, tu te dis au moins, le type est meilleur que moi. Bon, c'est pas dur, mais j'ai un référentiel. Mais si tu te dis pas, tu n'as pas ce référentiel, le type fait n'importe quoi, tu te dis, ah, il est super bon, quoi. Tu vois, l'électricien, il te met des trucs qui ne marchent pas, tu te dis, ah ouais, c'est un top en électricité, le mec. Figure-toi qu'il y a un interrupteur dans un baraque qui marche. C'est mieux que tous les électriciens. Donc, vu que tout passe en numérique, tout le monde doit apprendre à coder, y compris les enfants. Oui, mais encore une fois, tout dépend. Alors, je vais faire autrement. Je vais te raconter une autre histoire et après, on va voir si le concept fonctionne. Parce que apprendre tous à coder, ça n'a pas de sens. Par contre, tous comprendre l'informatique, oui, ça a du sens. Il y a un duc de France qui s'est fait laminer par un évêque à Aix-en-Provence au XIVe siècle. Et c'est une histoire qui a tellement traumatisé les nobles de l'époque que tout le monde a appris à lire et écrire. Jusqu'au XIVe siècle, lire et écrire, c'était pas du tout une obligation pour un seigneur. Alors, il y en avait qui étaient plus ou moins intéressés par les sujets et qui donc lisaient, écrivaient, parce qu'ils étaient dans des milieux intellectuels, mais le seigneur moyen de la France de Navarre, ou même de l'Allemagne, c'était pas forcément dans son parcours obligatoire d'apprendre à lire et écrire. Et pour ça, ils avaient des secrétaires. Pourquoi apprendre à lire et écrire si un secrétaire peut le faire? Et puis, un jour, un mec un peu malin a corrompu un secrétaire d'un duc en lui disant, à chaque fois que tu reçois une missive diplomatique sympathique, tu réponds par des insultes. Le mec s'est mis tout l'entourage à dos, l'évêque est venu à raser tout le monde. Et le duc a perdu le pouvoir, il a été tué, etc. Et c'est une histoire qui a traumatisé. Parce qu'il suffisait de corrompre simplement le secrétaire, il disait, répondez mes amitiés au seigneur du coin, gros bouffon, on va te fumer ta race. Faites voir le message, oui, je le signe. et vraiment, et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est dit, lire et écrire, c'est fondamental. C'est pas pour ça qu'on est tous devenus Proust. Tu vois, c'est pas pour ça qu'on est tous écrivains. Même si en France, on est un peu plus qu'ailleurs. C'est pas pour ça qu'on va tous écrire de la poésie. C'est pas pour ça qu'on va tous faire de l'écriture
quelque chose qui a une part importante de notre vie. Mais si quelqu'un te dit, je sais pas lire et écrire, je fais des affaires, tu t'inquiètes. Et bien si quelqu'un veut me dire, je fais une entreprise dans le numérique, mais j'ai pas la moindre idée de comment ça fonctionne tout ça, tu t'inquiètes aussi. Pour la même raison. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être Proust, tu n'as pas besoin d'être grammairien, tu n'as pas besoin d'être un écrivain de génie. Tu as juste besoin de pouvoir lire le bouquin que le type a écrit. On a trouvé un jeune entrepreneur de 15 ans qui a un projet, start-up. Quel conseil cette famille peut lui donner? Gélan, à gauche, son projet de démarrer sa société. C'est quoi le... Bah, démarre. Non, mais... Il n'y a pas les parents, il n'y a pas les parents. Non, n'en parle pas, tes parents. Ça, c'est un des sujets, je reviens un peu dans le mot, comme ça me laisse à réfléchir à cette question. En parallèle, un des plus gros problèmes qu'on a à The Family, c'est les parents des jeunes entrepreneurs qui appellent dans The Family et qui se sentent très mal à l'aise. Je pense que ça participe beaucoup au fait que je m'appelle Oussama et que notre logo ressemble à une secte. Les types se disent c'est une cellule avancée du djihad. On a les caricatures qu'on peut. Hein. Et en fait, c'est fou de voir tous ces parents qui ralentissent le potentiel de leurs enfants. On a 3 lycéens là qui ont essayé de rejoindre The Family. Vous avez 3 gamins de 15 ans qui ont inventé dans leur cave un casque de réalité virtuelle. Franchement, au Oculus Rift, ils peuvent se rhabiller. C'est-à-dire que les 700 ingénieurs de Facebook ont fait moins bien que ces 3 gamins. Et la mère a pris le contrôle de leur boîte email et ils ont interdiction de nous écrire. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à la sortie du lycée pour les rencontrer. Alors, mais j'ai pas... Entre la gloire et une mère trop inquiète, il ne faut pas se laisser faire. Enfin. Et donc j'ai été les rencontrer, etc. Et je leur ai dit, mais c'est quoi le problème de tes parents? Et ils m'ont répondu, pour les ingénieurs, qu'ils n'avaient pas d'assez bonnes notes à l'école et donc la mère était stressée. Et je leur ai dit que vraiment c'était des petits cons, qu'ils avaient intérêt d'avoir des bonnes notes, sinon ils allaient les engueuler. Et au moins le problème est réglé. mais vraiment, vous pouvez pas empêcher des enfants de vivre leurs rêves sous prétexte que vous ne comprenez pas ce qu'ils font. Enfin, c'est pas, moi étant un enfant comme ça, si j'avais une mère qui m'avait bridé, je n'aurais pas devenu Oussama. J'ai passé ma vie sur des ordinateurs à fabriquer des choses dans mon coin que personne ne comprenait, mais j'ai la chance d'avoir une mère libanaise, donc c'est un peu l'extrême inverse. Parce que j'aurais pu diriger une organisation criminelle internationale avec je suis fier de toi, mon fils. C'est pas le modèle idéal non plus, hein, mais voilà. Donc, 3 choses quand on a 15 ans et qu'on veut lancer une entreprise. La première chose, c'est que quand on démarre et qu'on est jeune, on a quelque chose de terrible, c'est qu'on a toujours besoin de la reconnaissance des autres. J'en sais quelque chose, j'ai fait 10 ans, j'ai mis 10 ans à me passer, moi, donc c'est très dur. Et cette reconnaissance, on a besoin que des gens valident, parce que on a toujours peur quand on est jeune et qu'on fait des choses que les autres ne font pas, d'être bizarre. Or, la raison pour laquelle dans la vie on fait des choses extraordinaires, c'est parce qu'on est bizarre. Alors pour donner une image, c'est un peu comme traverser la mer sur un radeau. Le jour où tu annonces que tu vas traverser la mer sur un radeau, tu es un héros. Parce que tout le monde te regarde et dit « Ah, c'est trop fort, le type il va traverser la mer sur son radeau. » Puis le jour où tu arrives de l'autre côté, tu es un héros. Parce que t'es le mec qui a traversé la mer sur ton radeau. Par contre, quand tu es au milieu de l'eau, sur ton radeau, que tu as froid, que tu es tout seul et que tout tombe mal, les mecs passent sur leur yacht et te disent « Franchement, là, arrête, monte sur le yacht EDF. Là, tu verras, il fait chaud ici. » Et en fait, c'est là le sujet le plus important, c'est que quand on est sur un radeau au milieu de l'eau, il n'y a rien d'autre que nous-mêmes. Et donc, il ne faut pas chercher la reconnaissance des autres, il faut chercher la reconnaissance du marché. Et pour le coup, le marché, c'est est-ce que le radeau avance ou pas. Et tant que ça avance, tant que tu as l'impression de faire des progrès, c'est pas la peine d'aller chercher des conseils, des machins, ou des mentors, ou des advisors, etc. Je trouve qu'il faut être très 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 mature pour avoir un mentor ou un advisor. Avoir un mentor ou un advisor avant d'avoir fait beaucoup d'erreurs soi-même, d'avoir développé de la maturité, c'est une meilleure façon de ne pas avoir une relation d'égalité. Et il n'y a rien de pire que les relations paternalistes. Tout le monde a envie de mentorer des entrepreneurs qui démarrent. Nous, on dit toujours la même chose aux entrepreneurs, c'est qu'on ne les mentorera pas et on ne sera pas leur advisor tant qu'ils n'auront pas suffisamment d'expérience pour être notre égal. Parce que c'est une relation d'égal. Dès qu'il s'agit d'une relation paternaliste, et tout le monde a envie d'être paternaliste avec les gens qui sont au début, sont le meilleur moyen de ne pas laisser le potentiel et la contre-intuition.
La deuxième chose, c'est que tu as une chance incroyable, c'est que tu as 15 ans, donc tu n'es pas encore subventionné. Profites-en. Pourquoi les gens jeunes font des boîtes que personne ne peut faire? Ça, c'est une conversation très difficile que j'ai toujours avec les gens. J'ai souvent le profil de gens qui ont entre 40 et 50 ans et qui veulent faire une boîte que d'habitude, c'est des gens entre 15 et 25 ans qui font. Typiquement les réseaux sociaux ou les machins comme ça. Et ils disent, ouais, j'ai une idée géniale. Et machin. Et alors, c'est toujours très très dur comme conversation parce qu'ils pensent qu'on ne veut pas d'eux parce qu'ils ont 40 ans. Et donc ils sont ringards, ils ont rien compris. Et donc les gens le prennent comme ça. Mais c'est pas ça le sujet. Pourquoi Snapchat et Snapchat? C'est parce que le type qui a fait Snapchat, il a pu faire Snapchat pendant 5 ans sans se verser de salaire. C'est tout. Vous pouvez pas faire un truc aussi contre-intuitif et lancer des dizaines et des dizaines d'apps pendant des années sans aucune réussite avec une femme et des enfants. C'est juste pas possible. Point. Si vous êtes un père de famille ou une mère de famille, vous avez une responsabilité, que toutes les semaines vous rentrez à la maison et vous expliquez que encore cette semaine ça va pas marcher, je peux vous garantir un truc, c'est le divorce au bout de la porte. Et si c'est pas le divorce, c'est un changement de projet. Et donc commencer à faire des bêtises comme lever de l'argent ou avoir trouvé des moyens de se sponsoriser, de se subventionner. Or, il n'est pas possible d'être un entrepreneur subventionné. L'entrepreneuriat, c'est pas une non-profit. Le nombre de gens qui viennent me voir en me disant « Oui, mais moi j'ai pas 20 ans, j'ai besoin de lever des fonds pour faire ma boîte », je vais répondre « Bah oui, mais c'est pour ça que tu ne la feras pas. » C'est parce que justement, tu n'as pas 20 ans. Et que donc tu ne peux pas passer 3 ans sans salaire. Et donc, ça veut dire que tu es bien obligé de faire une boîte beaucoup plus pragmatique, qui gagne de l'argent dès le premier jour. Point. On ne peut pas demander à la réalité de s'adapter à ces contraintes. J'aurais rêvé d'être astronaute. Franchement, ça me plairait que la NASA dépense 100 millions pour moi. Il faudrait que je perde un peu de poids avant quand même. Ça coûte cher de mettre dans l'espace. Donc, je pourrais dire c'est injuste et je suis sans doute plus intelligent que la majorité des astronautes. Peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une contrainte qui fait que c'est impossible. Et ça, il faut le prendre de face. Donc, profite de ça. Tu as une chance incroyable. C'est que tu as besoin de rien et personne. Et la troisième chose que je vois souvent chez les jeunes entrepreneurs, surtout chez les gens qui commencent aussitôt, et qui a été moi mon problème pendant longtemps, c'est que j'ai mis très longtemps à faire des choses dont j'avais envie, et j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses que j'imaginais le monde avait besoin. En me disant que ce dont j'avais envie était moins important que ce dont j'imaginais le monde avait besoin. Et en fait, ça, il faut un peu d'expérience pour se rendre compte que c'est l'inverse. C'est ce dont on a envie qui devient ce dont le monde a besoin. Ça peut paraître très selfish, etc. Mais ça demande tellement d'énergie de sortir quelque chose du néant et de le rendre réel qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire qu'en le faisant pour soi. Parce que quand on fait des choses pour soi. Et d'ailleurs, dans l'art, si vous regardez l'histoire de l'art, tous les grands écrivains, tous les grands musiciens, tous les grands acteurs, ça passe toujours par eux avant. Parce que c'est tellement dur de sortir quelque chose. Écrire un livre, c'est une horreur. Vous mettez devant une page blanche, il faut qu'elle devienne quelque chose. C'est très très dur. Si vous ne le faites pas pour vous et que vous le faites pour les autres, ça sera toujours quelque chose de mauvais. J'espère que ça vous parle. Oui. J'ai une question. Moi, j'ai monté ma boîte il y a 3 ans en Thaïlande, spécialisée dans le développement durable dans l'hôtellerie, et avec une thématique particulière sur la prévention du gaspillage alimentaire. Et j'ai eu une fois cette conversation avec un responsable F&B Group qui me disait, Food and Beverage, me disant mais en fait tu réponds à un problème que les gens ne savent pas qu'ils ont. Oui. Et ça me rappelle une vidéo de toi que j'ai pu voir en ligne sur le First Mover Disadvantage. Comment essayer d'ajuster ça? Est-ce que c'est laisse tomber, passe à autre chose? Est-ce que essaye de trouver des sources de revenus en parallèle pour pouvoir transformer cette disadvantage en quelque chose de positif? Alors, 3 choses. D'abord, c'est jamais laisse tomber et passer à autre chose, parce que ça, personne ne peut jamais le savoir, à part toi. Donc, pour le coup, quelque chose que je dirais jamais à quelqu'un, moi, c'est si je crois ou pas à son idée ou à son problème, il faut faire confiance aux entrepreneurs, et donc on va te faire confiance et on va dire que c'est un vrai problème et que tu as raison d'entreprendre. Qu'est-ce qui se passe quand on est le premier sur un marché? Il se passe quelque chose de terrible, c'est qu'empiriquement, on a tous entendu qu'être le premier, ça donne un avantage. Vous la connaissez cette histoire. Vous êtes le premier sur un marché, donc vous gagnez le marché.
Alors, je sais pas d'où vient ce truc. Ça fait partie des croyances populaires, ça, qui ne sont jamais appuyées par aucun fait, mais que tout le monde pense être vrai. Tout le monde dit ça. Le nombre de fois, ou même des gens qui sont entrepreneurs, qui l'ont fait, ils disent ouais, sois le premier, comme ça. Alors en général, souvent les entrepreneurs qui croient être le premier, c'est par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas les autres. Donc ils pensent être les premiers. Et puis en fait, empiriquement, si vous regardez les 1000 plus grosses sociétés du monde, ou les 10 000 plus grosses sociétés du monde, vous remarquez un truc très étrange, c'est que c'est en général le dernier lancé sur le marché qui gagne. C'est très bizarre. Google est le dernier moteur de recherche, Facebook est le dernier réseau social. Facebook, le jour où ils sont lancés, MySpace avait 500 millions d'utilisateurs. Il passe 5 ans, 500 millions, 1 milliard d'utilisateurs. Et Facebook se lance. Quand Google se lance, Alta La Vista ont 1 million de visites par heure. Et Google se lance, les autres personnes. Si les mecs de Google avaient fait une étude comparative, ou une étude de marché, ils auraient dit ah oui, non, mais Alta La Vista, ils ont 1 million, c'est foutu. Alors, Dieu merci, en général, l'entrepreneuriat attire des gens qui ont des petits problèmes psychologiques, dont la mégalomanie et l'égoïsme. Et donc, les entrepreneurs ne font pas ce genre de trucs à regarder les autres. Ils ne sont pas au courant, ils le découvrent après. Genre, notamment, Mark Zuckerberg, c'est une histoire que j'ai vécu first hand avec un de ses cofondateurs. Il me dit oui, on savait que MySpace existait, mais on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait autant d'utilisateurs. Je dis, mais c'était écrit partout, dans la presse, tout. Je disais, ouais, mais on se disait qu'il mentait. Vous voyez le pouvoir de distorsion de ces gens. C'est-à-dire qu'ils lisent que MySpace a 500 millions d'utilisateurs et ils lisent MySpace ment. C'est normal. Donc, le first mover advantage, c'est pas un advantage, ça s'appelle le first mover disadvantage. Mais, à l'inverse, c'est pas parce que les gagnants sont souvent les derniers qu'il est impossible de gagner en étant premier. C'est juste que, d'abord, il faut admettre que c'est un désavantage, et c'est comme tous les désavantages, il faut construire autour pour les transformer en neutres. On ne peut pas transformer un désavantage en avantage. Ça, c'est de la fiction. Par contre, on peut faire en sorte qu'un désavantage devienne quelque chose de neutre. Donc, si tu réfléchis à ta problématique, c'est que, premièrement, c'est pas que les gens ne savent pas qu'ils ont un problème, c'est que les gens n'ont pas le problème. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. La façon dont tu définis le fait que les gens ont le problème ou pas n'est pas la bonne. Puisque l'hypothèse cachée là, dans ton raisonnement, c'est de te dire que le gaspillage alimentaire, c'est un problème pour les gens parce que tout le monde partage ta morale vis-à-vis du gaspillage. Et que tout le monde a envie de dire qu'il n'a pas envie de gaspiller. Maintenant, la façon dont on définit un problème en économie, c'est pas le fait qu'on se rend compte que quelque chose ne tourne pas aussi bien qu'il devrait tourner, c'est que quelque chose te coûte de l'argent. Or, si je viens à l'hôtel, que je prends 5 assiettes au petit déjeuner, que je mets plein de nourriture dans les assiettes, que je picore dans les 5 assiettes, que je jette, ma chambre sera au même prix, mon petit déjeuner sera au même prix, exactement le même, que si je ne le fais pas. Et donc, je n'ai pas de problème. Donc, c'est pas que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème ou pas, c'est tout simplement que sur ces sujets-là, aujourd'hui, les gens n'ont pas une incitation directe. Et donc, le grand sujet pour toi, c'est comment tu fais prendre conscience aux gens qu'ils ont ce problème à plus long terme. Parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas économiquement directement, mais on sait tous. Si, oui. ils l'ont, puisqu'on monte des chiffres. Un hôtel comme celui-ci, par exemple, il va perdre l'équivalent de 2000 € par jour en équivalent perte, gaspillage alimentaire. Alors justement, et ça c'est le problème des raisonnements de performance, c'est qu'ils sont toujours trop abstraits pour les gens. Il y a combien de chambres ici? Ici, il y en a 300. 300. C'est-à-dire que la chambre coûterait 3 € de moins, 4 € de moins, une fois l'optimisation enregistrée? Ça veut dire qu'ils perdent 700 000 € par an. Ouais, et ramener à le nombre de chambres par jour et au type. Non, parce que je me suis dit qu'ils n'impacteraient pas 100%. Disons qu'ils t'offrent 50%. Ça fait 3 €. Est-ce que tu crois que ici, dans cette pièce, qui que ce soit honnêtement se dit mon Dieu, j'ai un problème terrible, je paye 3 € de plus parce qu'ils gèrent mal leur bouffe? Il est là en fait le problème. S'ils peuvent l'utiliser comme matériel PR aussi, il y a plusieurs. Non, mais attention, comprends bien ce que j'essaie de faire. C'est pas de te dire qu'il n'y a pas un problème. C'est juste de te montrer que ton plus gros sujet, justement, c'est de rendre ce problème concret. Bien sûr que tu peux te raconter des trucs à caractère artificiel du genre, ça ferait 700 000 € de plus par an, pourrait
l'impacter en PR, en machin, en truc. Mais aucun patron d'hôtel raisonne comme ça. C'est pas ce qu'ils font les types dans la journée. Et le gaspillage alimentaire, tant qu'il n'y a pas soit une contrainte législative sur le fait qu'il y a un problème si on ne le gère pas bien, soit une contrainte et une prise de conscience des gens, ils ne le font pas. Tu prends un exemple. Pourquoi tous les hôtels ont le truc de service de serviettes écolo? C'est pas parce que les types sont écologistes, c'est parce que les types qui ont mis ça au point sont des types qui voient un impact direct dans leur hôtel que les gens comprennent et sur lequel les gens font pression. Et les Allemands ont été les leaders mondiaux du sujet. Les Allemands sont très forts à ça. Parce que toi, ton rôle, c'est pas de parler à tes clients, c'est de parler à tes consommateurs. Le jour où tu as 50 000 personnes qui réclament à Accor un programme contre le gaspillage alimentaire et qu'envoient 50 000 emails à Bazin en lui disant tu es un monstre, à cause de toi, des gens meurent de faim, tu n'as pas atteint ça, et ben, tu n'auras pas de clients. Parce que le jour où ce sera une crise de PR, ils viendront tous te supplier de mettre en place ces optimisations. Mais ton sujet, c'est tes consommateurs, pas tes clients. Et c'est comme ça que les boucles de gros problèmes remontent. Quand on est un first mover, on doit créer de l'intensité. Quand on est un first mover, on doit créer de la crise. Quand on est un first mover, on doit mettre les entreprises sous tension. Si tu essaies de les convaincre rationnellement que les types vont économiser 700 000, quand tu vois l'effort qu'il faut mettre en face et l'énergie de cerveau qu'il faut mettre, les types se disent que ça ne vaut pas le coup pour 700 000 €. Surtout dans un lieu comme ça. Par contre, si tu arrives à leur faire comprendre que c'est un sujet de PR mondial et qu'ils sont mal barrés, regardez la campagne, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi loin, mais le plus grand succès récent sur le sujet, c'est les fruits et légumes moches. C'est incroyable ce truc. Enfin, vraiment, c'est un cas d'école de faire prendre conscience nationalement à des gens d'un sujet qui... regarde la façon dont Cyril Lignac l'a fait. Hein. La façon dont Cyril Lignac l'a fait, c'est en agressant les supermarchés. Alors c'est facile d'agresser les supermarchés, personne ne les aime. C'est pas un truc de PR très risqué. C'est un peu comme les banquiers et les assureurs. C'est gratuit ça, tu vois. C'est un mec vient et dit du mal au banquier, tout le monde applaudit. Ça fait partie des nouveaux sujets. Mais toi, ton sujet, c'est comment tu amènes les hôtels à rentrer dans ce type de pression. Et je vois la peur que tu pourrais dire. Tu pourrais dire oui, mais après, ils commanderont pas chez moi. Mais bien sûr que c'est chez toi qu'ils commanderont. C'est toujours chez celui qui allume l'allumette qu'on se dit le mec a bien un verre d'eau dans le coin. Il a dû prévoir le coup. Alors, je prends derrière après. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on a l'impression, je rappelle, que l'entrepreneuriat va être basé essentiellement sur l'innovation. Mais au début de votre conférence, vous disiez qu'il va y avoir une segmentation de plus en plus importante en fonction des messages qui sont envoyés. Ouais. Et notamment grâce à Internet, on va peut-être avoir une explosion du nombre d'entrepreneurs qui vont être capables de s'adapter avec les technologies existantes pour marché, leur micro-marché, leur environnement. Alors, c'est un très bon point. C'est malheureusement un tropisme personnel. Étant un passionné de technologie et d'innovation, j'ai la fâcheuse tendance à exprimer ce message malgré moi. Mais pour le coup, c'est le message justement que j'essaie d'exprimer et qui ne passe pas, c'est que l'innovation n'a aucun impact sur l'entrepreneuriat à venir. Il y aura autant de boîtes innovantes que de boîtes pas innovantes qui vont marcher dans les années qui viennent. Puisque la fragmentation va faire que être jet-lagué va devenir un choix de société de plus en plus important. Il n'y a qu'à voir par exemple le succès du 3310. Vous avez vu ce coup marketing de Nokia. Nokia a ressorti le 3310, le téléphone le plus légendaire de son histoire. Les néo-hipsters sont en 3310, ils ne sont pas sur un smartphone. Un smartphone, c'est bon, la maman a un smartphone, quand même, il ne faut pas déconner. Donc, tout le sujet de l'innovation est un sujet beaucoup plus compliqué. Dire innovation égale entrepreneuriat, c'est une erreur. C'est plutôt un couple. Et l'innovation est favorable à l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas égal. Il n'y a pas une relation entre les deux. Il y a un goût entre les deux, il y a un équilibre entre les deux, il y a une endogénité entre les deux. L'entrepreneuriat amène l'innovation, l'innovation amène l'entrepreneuriat. Mais vous pouvez très très bien faire de l'entrepreneuriat sans aucune innovation. Il y a des boîtes extraordinaires à l'échelle comme ça.
Donc, et l'innovation mal placée, c'est aussi un truc de chaman. On revient à ces histoires de chaman. Aujourd'hui, l'innovation, c'est le mot magique qu'on dit dans une boîte quand on ne sait plus quoi faire. On dit ouvrons un département d'innovation. Et comme ça, on peut dire au marché, oui, oui, on travaille sur l'avenir, ne vous inquiétez pas. Ça ne se décrète pas l'innovation, c'est un sujet. Ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, on peut copier des systèmes, un concept qui fonctionne, mais en sachant mieux l'adapter. Ah oui, oui. Ah non, mais d'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de ça, on peut dériver là-dessus une petite minute. L'économie a connu 3 phases. La phase numéro 1, c'était les mom and pop shops. Au 19e siècle, c'est l'explosion de l'entrepreneuriat individuel aux États-Unis. Chaque village a son épicier, son boucher, son machin, c'est les commerçants. Vous savez, c'est ces gens qui vivent de leur travail, travaillent pour vivre, ils possèdent leur outil de production et ils développent. Et puis est arrivée la grande distrib, les grandes multinationales. Et les grandes multinationales, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont permis à ces entrepreneurs de pop and shop de concéder de la liberté en échange de revenus plus garantis. Si vous ouvriez une franchise McDonald's, quelle est la différence entre ouvrir une franchise McDonald's et avoir votre propre restaurant d'hamburger? C'est que McDonald's vous dit, moi je vais créer une marque mondiale que tout le monde connaîtra, et donc les gens viendront naturellement chez toi, toi tu les gères et on partage le profit. Et ça a été un modèle extraordinaire qui a porté le commerce sur les 30 dernières années. Et puis, il se passe quelque chose d'assez amusant dans le monde, c'est que les multinationales sont dans tous les pays en train de reculer contre les monopoles nationaux. Pourquoi? Parce que là où avant, une entreprise américaine, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait le meilleur approvisionnement en capital, le meilleur approvisionnement en savoir-faire, rencontre une concurrence locale qui n'est plus une concurrence d'employés. Si on envoyait un employé américain face à un employé français sur un segment de marché, l'employé américain a été 5 fois mieux payé, même quand il était français d'ailleurs, parce qu'il pouvait embaucher les meilleurs nationalement. Donc ils enlevaient sur le marché tous les meilleurs, avec des phénomènes où par exemple Google possède, je crois que une personne sur 3 dans le monde qui sait faire l'intelligence artificielle travaille chez Google. Pour vendre de la pub aux ménagères, ça fait un peu beaucoup. Ils ont beau essayer de faire une voiture automatique, un truc qui va dans la lune, à la fin de la journée, la plupart des gens qui sont chez Google s'emmerdent en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de gens. Mais la peur de Google, c'est d'enlever ce savoir-faire du marché. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les multinationales donc, avaient le meilleur pool de talent, puis elles avaient le meilleur savoir-faire. Parce que comme elles avaient des expériences à l'échelle, elles pouvaient faire ce qu'on appelle des playbooks, donc des livres de recettes. Si vous avez un jour regardé le playbook d'un restaurant McDonald's, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens pendant des années qui se sont demandé comment on dirige un restaurant, ou Domino Pizza. Domino Pizza est l'un des meilleurs du marché. C'est-à-dire que tout est, même la façon de sourire a été étudiée. Alors il faut sourire comme ça aux gens comme ça. Alors évidemment, ce playbook n'est pas appliqué à la lettre, mais avoir ce playbook vous rend meilleur par rapport au concurrent local qu'il n'y a pas. Et la troisième, c'est que la multinationale, elle a le pouvoir de la marque. Et ce qu'on est en train de voir dans le monde, c'est que toutes les multinationales n'arrivent plus à être leaders face aux leaders nationaux. Le bon exemple de ça, s'il y a une boîte qui pourrait se cracher, c'est Uber. Uber, partout dans le monde, est en train de se faire attaquer par les concurrents locaux. Les seuls pays où Uber résiste à la concurrence locale, c'est les pays où Uber n'a pas le droit d'exercer. Et pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls suffisamment riches pour exercer malgré l'interdiction. Et donc l'interdiction d'exercer empêche les concurrents locaux d'apparaître et ça fait gagner Uber. Et en fait, tous les pays qui essaient de défendre leur économie locale, en fait, défendent quelque chose qui disparaît, les taxis, au profit d'Uber. Mais les pays, si vous prenez tous les pays où il n'y a pas ce genre de problème, et où n'importe qui peut opérer une société comme Uber, et où Uber est légal, et bien Uber n'est jamais le leader du marché. On le voit par exemple en Asie du Sud-Est en ce moment, les claques qui prennent, on l'a vu en Chine, on le voit en Amérique du Sud, on le voit en Europe. Chauffeur privé en France vient de lever à une valorisation délirante. Pourquoi? Parce que le local monopoly est en train de gagner face à global multinational. Et si ça se trouve, la multinationale, ce concept de société qui opère partout et n'importe quoi, moi je fais partie des gens qui pensent que ça va disparaître. C'est évident qu'on va
ce qui s'est passé dans la musique va se passer dans l'économie. C'est que on passe de 3 chanteurs qui font 80% des ventes annuelles à des milliers de chanteurs qui font 80% des ventes annuelles. Et ça risque d'être la même chose pour les sociétés. Pourquoi? Parce qu'aucun employé dans le monde travaillant pour cette multinationale ne peut résister à l'intensité, au savoir-faire et à l'énergie d'un entrepreneur. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas d'entrepreneur. Prenez un jeune garçon en Thaïlande il y a 20 ans qui veut devenir entrepreneur, il n'y a pas de bouquin en thaïlandais sur l'entrepreneuriat. Et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour ça. Maintenant, les gens se connectent sur Google, regardent des contenus, il y a des gens locaux qui apparaissent, qui produisent des contenus. Et donc le savoir devient plat mondialement, les opportunités locales deviennent de plus en plus importantes. Et entre quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ne connaît pas le marché et quelqu'un qui est sur place et qui connaît le marché et qui marche, c'est incroyable. Souvent, qui connaît Rocket Internet ici? Ok, c'est un bon région, c'est repéré. Rocket Internet, si ça ne marche pas et que ça souffre, c'est pas parce qu'ils copient des concepts. C'est la mauvaise analyse journalistique. C'est que justement, ils n'ont pas su insuffler d'énergie entrepreneuriale locale. Ils ont pris des McKinsey allemands pour construire dans le monde entier des entreprises. Ça ne marche pas. Il fallait prendre des McKinsey locaux. Ça aurait marché. Mais parce que, en fait, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un avantage comparatif par rapport à un local si on n'est pas sur place et qu'on ne le vit pas avec une énergie entrepreneuriale. Si on est salarié qu'on rentre à 17h le soir, le type en face, il explose. Vous pouvez avoir des millions. Nous, on l'a vu avec Hitch face à Uber. Hitch, c'est 700 000 € de budget. Uber, c'est 50 millions d'investissement en France, à Paris. Et Hitch a explosé en vol Uber. Parce que les deux entrepreneurs qui dirigent Hitch sont exceptionnels. Et ce qui est drôle, on va rire jaune, c'est que l'interdiction de Hitch a produit quoi? C'est parti où tous les utilisateurs de Hitch? Chez Uber. Et donc les taxis viennent de signer leur arrêt de mort. C'est-à-dire que le seul truc qui faisait que Uber n'était pas en monopole, maintenant, ils vont l'être. Parce que Uber peut financer des choses que Hitch ne peut pas financer. Et pourtant, malgré ça, Hitch est en train de gagner. Mais maintenant que Hitch a été interdit par la justice, il n'y a plus de problème. Uber a un boulevard devant lui. Et je pense que c'est ce que les gouvernements ne comprennent pas dans leurs histoires de régulation. Ils ne comprennent pas qu'ils favorisent les géants. Si vous laissez le marché libre, les géants n'ont plus le edge. La régulation avant, ça servait à ce que les géants ne puissent pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, un géant face à un entrepreneur, il prend des coups fabuleux. Les Hitch, 700 000 €, hein, c'est pas 700 000 €, c'est pas grand-chose. Hein. En 4 ans, la semaine d'interdiction, c'était 100 millions d'euros de volume annuel. 100 millions d'euros. 700 000 investis. Uber, ils font 300 millions pour 50 millions investis. Juste pour vous donner le ratio d'efficacité sur le capital investi. 1 euro pour le revenu. Donc ça fait vraiment réfléchir sur la situation. Tu avais une question sur... Oui, et ça tombe bien à propos parce que la bonne nouvelle que j'ai entendue ce matin, c'est que le net, c'est la dernière étape d'un processus démocratique. Enfin, dernière pas au sens, c'est la dernière au sens temporel. Il vient d'arriver, évidemment, parce que c'est personnel qu'on découvre effectivement toute la segmentation, toute la fragmentation de la société et que c'est exprimé et c'est entendu. Mais hier, il y avait d'autres médias qui le faisaient. On les prend dans l'ordre, la télé, la radio, la presse écrite et puis plus loin les temples religions, si on va beaucoup plus loin. Tous ces systèmes de médias ont trouvé leur fin avec du capitalisme dominant, avec de la corruption politique, avec le fait qu'ils se faisaient passer par des audimates, des audiences. Quelle est la projection, à ton avis, sur l'Internet? Qu'est-ce qui va demain dominer en Internet? Quelle est la corruption qui va arriver? Quelle est la domination qui risque de prendre l'opinion? Alors, question très intéressante. Je pense que l'Internet n'est pas un média. C'est la différence entre l'Internet et les médias. Au sens où l'Internet est un médium qui laisse sa place à de nombreux médias. Mais pour moi, l'Internet ne se compare pas à la télé ou à la radio. L'Internet se compare à la traduction de la Bible en anglais ou en français. Pourquoi la religion a pris un choc de désenchantification?
simplification, c'est parce que d'un seul coup, elle a commencé à être traduite dans les langues vernaculaires. Elle est devenue accessible à tous et tout le monde s'est dit, moi aussi j'ai le droit d'avoir ma petite opinion ecclésiastique et après tout, pourquoi les prêtres auraient le monopole du savoir religieux. Quand je vais acheter mon pain, on a une boulangère en face de The Family qui est très drôle parce qu'elle a de toute évidence une thèse en macroéconomie. Je crois que je suis ministre de l'économie, donc à chaque fois j'ai le droit à un laïus, j'achète mon pain sur ce qu'il faudrait faire pour l'inflation et l'économie. Parce que sa mère, à elle, a acheté son appart grâce à l'inflation, mais maintenant il n'y a plus d'inflation, donc elle ne peut pas emprunter. Ce qui n'est pas faux comme analyse d'ailleurs, c'est très juste. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, une boulangère a un avis macroéconomique. Donc cette fragmentation et cette prise de pouvoir des gens, qui moi, personnellement, je me moque là, mais je trouve ça génial. Je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant qu'un monde dans lequel le savoir est réservé à quelques-uns. Donc le risque de corruption de l'Internet, pour moi, il est de 3 ordres. Il est que, 1, l'Internet pourrait, à des tentatives de centralisation, très fortes. Donc il y a 3 pressions sur Internet. Il y a les gouvernements qui se réveillent et qui disent non mais c'est plus possible ce truc, il ne faut pas laisser faire. Et alors ce qui est drôle avec les gouvernements, c'est que par nature les gouvernements sont incompétents, par nature, parce qu'ils sont trop gros. Si vous prenez une décision, prenez Adopi, les gens se réveillent en disant on va filtrer le piratage. En fait, la seule chose que Adopi a fait, c'est de rendre Xavier Niel et Orange et tout ça moins riches. Ils n'ont pas arrêté le piratage. C'est qu'ils ont mis une pression complètement absurde sur les opérateurs en termes de frais, de coûts, de régulation, de défocus. Il faut savoir que pour implémenter Adopi, il a fallu chez les services providers Internet, des centaines d'ingénieurs travaillent à des systèmes d'implémentation. Et tout ça, toute cette machine de milliers de personnes s'est mise en place pour que les sites de peer-to-peer passent en crypté. Voilà, c'était 15 minutes. Donc le niveau du rapport de force entre la multitude qui peut changer d'un coup et les États qui essaient de gouverner est délirant. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce qu'après les gens me disent oui, mais vous vous rendez compte, ces sites terroristes qui en profitent. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je veux dire, si à un moment dans nos sociétés on dit que notre sécurité a plus de valeur que notre liberté, bah c'est le jour où Internet aura un problème. Et on aura un problème très grave, parce que dans ce cas-là, tous les bienfaits de l'Internet sont complètement écrasés. C'est pas possible d'avoir les bienfaits de l'Internet sans les méfaits de l'Internet. Les méfaits de l'Internet, c'est quoi? C'est qu'Internet, c'est le pire endroit sur Terre, c'est un enfer. C'est les sites pédophiles, c'est les sites horribles, c'est les sites terroristes, et tout ça. Évidemment, si c'est un espace libre, les pires pulsions humaines peuvent y trouver un espace d'expression. Mais au lieu de l'interdire, les États pourraient se dire tiens, c'est une opportunité géniale pour repérer les gens. Ça pourrait être un autre paradigme. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire le problème c'est qu'il y ait des sites pédophiles, on pourrait se dire c'est génial les sites pédophiles parce que ça permet de choper tous les types un par un. Prenez par exemple le travail que Ashton Kutcher fait avec sa fondation. Il a créé l'un des premiers logiciels en intelligence artificielle qui parcourt le web, détecte des enfants dans des situations, les reconnaît grâce à Facebook, les réseaux sociaux, et envoie la police. Ça, ce ne serait pas possible si ces gens se cachaient plus. Ils ne se cachent pas plus parce que justement l'Internet est un espace de liberté où ils ont le sentiment d'être anonymes. Donc tu vois, c'est le grand sujet du rapport des gouvernements à la centralisation, soi-disant pour des questions de sécurité, est très très mal placé par rapport au potentiel que l'Internet pourrait avoir pour la protection de tous. Les services de renseignement devraient investir des fortunes, non pas pour intercepter toutes les communications, mais pour chasser les communications dont ils ont besoin. Parce que quand on intercepte toutes les conversations, on crée du bruit, et d'un seul coup, on n'a plus d'infrastructure. En quoi les Google, les Facebook demain, ces espèces d'entreprises tentaculaires, ne pourraient pas développer leur propre paradigme? Parce que ces sociétés-là sont beaucoup moins puissantes qu'on l'imagine. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que la deuxième tentative de décentralisation de l'Internet, c'est les géants de l'Internet. Or, les géants de l'Internet ont des pieds d'argile beaucoup plus forts que ce que les gens imaginent. Je donnais un exemple historique, c'est Instagram. Instagram, en 2013, je dis peut-être une bêtise, peut-être en 2012, je suis un peu perdu dans les années, mais il y a quelques années, a fait un changement dans ses conditions générales d'utilisation.
Alors, je dirige pas mal de startups dans mon portefeuille, je vois exactement ce qui s'est passé, hein. Je vois l'image. Instagram se fait racheter par Facebook. Donc Facebook était une société cotée, donc il paye des avocats pour la compliance. Et puis il y a un avocat qui vient et qui dit regardez, vous possédez pas les photos, c'est une cata. Imaginez qu'un type prenne une photo sur Instagram, on la publie des millions de fois, il a des millions de likes, et nous envoie une mise en demeure pour les droits d'auteur. Si on ne possède pas la photo, c'est la cata. Comme les entrepreneurs en général une passion pour ces sujets juridiques, ils disent oh, oui, traitez ça. Ça va être aussi. Et puis le mec il est venu, il dit ah génial, je vais faire mon avocat. Alors comme je justifie des millions de dollars d'honoraires, je vais blinder le truc, quoi. 2 ans plus tard, un étudiant autrichien c'est très important comme détail, s'emmerde le dimanche et se dit tiens, je vais lire les conditions générales d'utilisation d'Instagram. Personne n'a jamais fait avant. Et qu'est-ce qui se passe? Il découvre que Instagram possède des photos. Il publie un blog post, le blog post devient viral, Instagram perd 25% de ses utilisateurs en 2 semaines. Et il y a Kevin Systrom qui vient dans les news se mettre en position d'harakiri japonais et en suppliant les gens que c'est une erreur légale, que ça n'a jamais été son intention, qu'en fait il fallait juste une licence libre et que tout ça va être réglé dans la semaine. Et d'un seul coup il s'est rendu compte que ces sujets juridiques, c'est pas un détail en fait. Et 25% de trafic sur Instagram, c'est la boîte, elle est au tapis, quoi. Donc il ne faut jamais oublier tous les gens qui nous racontent ah c'est 1984. Ouais, enfin il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jour où le téléphone portable vous l'éteignez, ces boîtes n'ont plus de pouvoir. Donc c'est une soumission librement consentie. Et comme toutes les soumissions librement consenties, elles peuvent s'arrêter extrêmement vite. Et ils le savent. Je peux vous dire que pour bien connaître ces gens-là, les boîtes de la vallée, leur obsession, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens nous aiment. Et ils sont en terreur à l'idée qu'ils fassent quelque chose de mal. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, ils ne font pas des choses mal. Bien sûr, c'est des boîtes, c'est de gagner de l'argent, donc de temps en temps, ils ont des moves, ils testent un peu les eaux, machin. Mais à la fin, la contrainte de nous tous dans cette pièce est tellement puissante que si ça déconne vraiment, le déplug mondial n'est pas impossible. Et la troisième chose, c'est tout ce qui est blockchain, distribution, etc. C'est que les systèmes distribués sont en train de devenir la norme. C'est que l'Internet centralisé n'était qu'une première version mal foutue de l'Internet. C'est évident que la prochaine génération de l'Internet va être encore plus décentralisée, encore plus libre, et que ce mouvement, on ne va pas l'arrêter en fait. Parce que les gens qui sentent ces menaces-là actuelles n'ont qu'une obsession, c'est d'en sortir. Et moi, quand je regarde les gens qui travaillent sur la blockchain, etc., ça me rappelle beaucoup l'Internet des années 90. J'ai le même sentiment de Far West et de nouveaux trucs. Et ces technos, ça peut switcher très 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 vite en fait. Donc ces archives Internet centralisées, où tu peux couper un site parce que le gouvernement américain veut te couper, je pense qu'il faut qu'ils en profitent parce que ça ne va pas durer très longtemps en fait. Et c'est pas du futur, c'est déjà du présent, c'est juste une question de déploiement. Merci beaucoup. Terminé sur une note d'espoir. Super. Merci.